Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au Studio Gabriel pour ce premier numéro d'On n'est pas couché pour cette année 2015. Une nouvelle année dont on peut dire, hélas, qu'elle a tragiquement commencé. Et vous imaginez bien qu'avec Léa Salamé et Aymeric Caron, ce soir, nous dédions cette émission à toutes les victimes de l'attentat perpétré contre Charlie Hebdo mercredi dernier. Frédéric Boisseau, Franck Brunceau-Laro, Cabu, Elsa Kayat, Charb, Honoré, Bernard Maris, Ahmed Merabet, Mustapha Ourad, Michel Renaud, Tinius et Wolinski. Avec vous, Léa et Aymeric, nous recevrons tout à l'heure Patrick Pelloux. Et grâce à son témoignage, nous reviendrons évidemment sur cet attentat contre la démocratie, la liberté d'expression et la République française. Je vous demande d'ailleurs d'accueillir aussi dès maintenant un de nos amis dessinateurs, Philippe Gueluc, qui viendra nous aider à rendre hommage à ses confrères disparus sous les balles. Merci Philippe d'avoir accepté ce soir cette invitation un peu spéciale. Merci d'être là. Mais nous avons aussi décidé dans On n'est pas couché ce soir de ne pas modifier le reste du contenu de l'émission pour continuer évidemment à rire, à divertir et à parler de l'actualité culturelle, parce que c'est ça aussi, continuer à lutter contre toute forme de fanatisme, d'extrémisme et contre la dictature de la peur. Alors comme prévu, je vous demande de recevoir aussi un de nos acteurs et humoristes les plus populaires sur scène comme au cinéma, de Quasimodo à l'emmerdeur en passant par Un Indien dans la ville, la crise Pédale douce ou Paparazzi. Il sait aussi bien nous émouvoir que nous faire rire, et il revient sur scène avec un nouveau spectacle qui justement s'intitule On ne peut pas rire de tout. C'est à partir du 20 janvier au Théâtre du Rond-Point. Comme prévu, voici Patrick Timsit. Patrick Timsit au Rond-Point à partir du 20 janvier pour la première fois dans un théâtre public chez Jean-Michel Ribes avec son fameux rire de résistance. Merci d'être là, Patrick. Accueillons aussi un écrivain qui depuis près de 15 ans s'est inscrit dans le paysage littéraire français en publiant un roman par an. Citons entre autres parmi ses succès Son frère, qui fut adapté au cinéma par Patrice Chéreau, Un garçon en Italie, Une bonne raison de se tuer ou encore Tango en bord de mer. Ce soir, il vient nous présenter son tout dernier livre consacré à la courte vie de James Dean, Vivre vite, publié aux éditions Julliard. Voici Philippe Besson. Philippe Besson qui se met dans la peau de différents témoins qui ont connu ou tourné ou travaillé avec James Dean. Ça s'appelle Vivre vite. Bienvenue Philippe. Accueillons aussi un acteur et une actrice réunis pour la première fois sur scène. Au théâtre, elle s'est illustrée entre autres dans Le Vieux Juif Blonde ou même Baby Doll à l'Atelier déjà. Et lui, vous l'avez vu notamment dans une série sur Canal+, Les Borgia. Vous pourrez les applaudir ensemble en compagnie aussi de Féodor Atkin dans Anna Christie, une pièce d'Eugène O'Neill adaptée par Jean-Claude Carrière. C'est au théâtre de l'Atelier, là encore à partir du 20 janvier prochain. Voici un nouveau duo d'acteurs, Mélanie Thierry et Stanley Weber. Mélanie Thierry, Stanley Weber à l'Atelier à partir du 20 janvier dans Anna Christie, avec également Féodor Atkin et Charlotte Maurice-Sentier dans une mise en scène signée Jean-Louis Martinelli. Bienvenue à tous, merci. Merci aux uns et aux autres d'avoir accepté de participer à cette émission au cœur d'une actualité, on le sait, tragique. Une actualité qui nous perturbe évidemment tous, et il va de soi que ce soir, l'habituel Flop 10 sera un hommage entier à tous ces dessinateurs morts, mais aussi vivants, qui chaque semaine commentent l'actualité sans qu'on puisse imaginer un jour qu'ils pourraient tomber sous les balles, parce que ce sont des fous qui sont tombés sous leur mine. Alors voici la 10e place du Flop 10. En 10e place du Flop 10, le djihadiste irakien Al-Baghdadi, leader de l'État islamique, représenté dans un des derniers dessins de Philippe Honoré qui, ironie tragique, présentait ses vœux sous cette forme et surtout la santé. Parmi les derniers dessins d'Honoré, il en avait dans Charlie signé 2 consacrés à François Hollande pour les vœux du président du 31 décembre, optimiste pour 2015.
Et un des autres derniers dessins d'Honoré consacré au Labrador, offert au président de la République par les anciens combattants de Montréal. L'équipe de Hollande s'agrandit et on voit le président qui dit à son chien « Toi au moins, t'écriras pas un livre ». Un premier commentaire, Philippe, vous avez connu, j'imagine, Honoré. Bien sûr, Laurent. Enfin, comme vous imaginez, je perds des frères. Je perds des grands frères, Cabu et Wolinski, qui sont des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et puis les autres, qui étaient davantage de ma génération, ce sont les plus grands du métier. Je suis fier d'avoir été leur copain. Je ne me remets pas de cette perte. Comme vous, pour une fois, vous allez me dire pourquoi je suis habillé de noir. Ben voilà, vous allez comprendre. Et Honoré, c'était l'élégance, la drôlerie, une singularité absolument unique dans le métier, parce qu'il a un style reconnaissable à 3 km et des idées absolument fabuleuses. Dire que ces cons nous ont privés de ces génies. Et la signature d'Honoré qui était reconnaissable, qui a quelque chose de très élégant. Ce dessin, je ne sais pas si on voit bien sa signature en haut à gauche. Voilà, oui, qui a quelque chose de l'expressionnisme viennois du début du siècle. Il faut savoir que le dessin sur Al-Baghdadi, le premier que vous avez montré, a été tweeté par Honoré 20 minutes, je crois, avant la tuerie. Et depuis, il a été retweeté des dizaines de milliers de fois. C'était la façon d'adresser les vœux de la part de Charlie Hebdo. C'est le tout dernier dessin tweeté par l'équipe de Charlie Hebdo avant le carnage. 9e place du Flop 10. Justement, le Labrador du président de la République s'appelle Philae. Il avait aussi inspiré le dessinateur de Charlie, Tinius, lui aussi tué mercredi dernier. Grâce à son Labrador, Hollande remonte dans les sondages. Désormais, j'ai 30 millions d'amis. Tinius aussi fait partie des victimes. Et sur le même sujet, un des derniers dessins de Cabu, où on voit le chien apporter le Figaro au président. Et le président semble rassuré. Il dit, c'est Cabu qui lui faisait dire « Ah, c'est pas un chien de gauche ». Un mot peut-être sur Cabu. Cabu est peut-être le plus connu, évidemment, de tous. Bien sûr, Cabu, immense dessinateur, le plus grand caricaturiste du siècle et du précédent. Il est l'auteur des unes les plus retentissantes de Charlie Hebdo, y compris Charlie Hebdo de la première époque. Il a fait partie de l'équipe de Harakiri, de Harakiri Hebdo. C'est un génie du dessin, c'est un Michel-Ange de la caricature. C'est un gamin aussi. Et c'est ça qui me bouleverse et me sidère dans cette histoire. C'était des grands enfants. C'était des enfants. Et en fait, on a assassiné à la Kalachnikov des mômes qui jouaient avec un pistolet à bouchon. Un des derniers dessins sur ce même sujet du chien du président, un des derniers dessins de Charb, lui aussi tombé mercredi. Enfin, un cerveau à l'Élysée. Voilà. Charb, drôlissime, un type délicieux. En plus, ces hommes étaient jeunes, avaient des enfants. Je veux dire, quand on voit un dessin comme celui-là, c'est pas un dessin de haine, c'est un dessin pour faire rire. C'est ça qu'il faisait, c'est nous faire rire, nous apporter ce bonheur immense en nous faisant réfléchir. Aymeric Caron, un mot. Aymeric a du mal ce soir à réagir et à parler. Je vous laisse alors dans votre émotion et vous réagirez alors tout à l'heure. Et je passe à la 8e place du Flop 10. Angela Merkel, croquée par Delambre dans le Canard enchaîné, car on peut évidemment aussi avoir une pensée pour nos amis dessinateurs du Canard enchaîné qui doivent être dans la même peine. Canard enchaîné qui nous montre donc Madame Merkel. Et on voit Mme Merkel qui dit à la Grèce, je souhaite une année. Et d'ailleurs, dans le même Canard enchaîné, on a Pétillon qui signe un dessin où on voit deux Grecs. Un Grec qui dit à un autre sur un banc, j'ai déjà quitté la zone euro, je n'en ai plus un seul. Ça aussi, c'est drôle et c'est signé Pétillon. 7e place du Flop 10. L'absence de neige dans les stations de sport d'hiver, ça paraît anodin, mais ça donne un dessin terrible parce que l'humour noir fait aussi partie évidemment de la palette des dessinateurs. Et regardez ce dessin de Fools, sans neige, la montagne est moins glamour et on voit un rocher qui s'exprime, dire qu'il y a un an, je me tapais Schumacher.
L'humour noir qui fait parfois grincer des dents, c'est évidemment celui des dessinateurs qu'on aime. Et parmi les rescapés de mercredi dernier, rescapés de cet attentat, Rhys, lui, s'était attaqué cette semaine dans Charlie Hebdo aux catastrophes aériennes. Poulet ou poisson, mon commandant? Je crois que ça va être poisson pour tout le monde. Patrick, jusqu'où peut aller l'humour? C'est le sujet de votre spectacle. C'est vrai que ça tombe bien, mais ça fait partie des dessins qui choquent parfois, évidemment, certaines personnes, mais qui font partie de la liberté d'expression des humoristes. Je dirais que ça tombe mal, Oui, surtout là. surtout là pour l'avion. Et non, ça tombe mal parce qu'effectivement, c'est la politique du pire. On imagine le pire et quand ça arrive, on est mal. Voilà, je crois que c'est une façon de, par exemple, pour Schumacher, eh ben, c'est bien d'y penser, de savoir qu'il y a 1 an, il avait un accident. Et là, c'est bien aussi de penser en cette année à ce crash d'avion. Donc c'est aussi une façon de s'exprimer qui est différente. Elle est juste différente, c'est tout. 6e place du Flop 10 cette semaine. Le Club Med, racheté par la Chine. Et c'est le dessinateur Mouget, dans le Canard enchaîné, qui résumait ça par cette chanson. Il y a du soleil, il y a des Chinois, dar, les dada. On va vous fourrer jusque-là, dar, la, dada. Et voilà, ça aussi, c'est l'humour façon dessinateur. Et d'ailleurs, sur un tout autre sujet, je voudrais montrer ce dessin de Catherine, car il y a des femmes aussi dessinatrices, publié par Charlie cette semaine à propos de Jean-Jacques Goldman, qui a été à nouveau élu personnalité préférée des Français. On voit une dame qui dit « Il est si discret, jamais un mot plus haut que l'autre ». 5e place du Flop 10 cette semaine. La répression contre les gays qui continue en Égypte. Et là encore, c'est un des derniers dessins publiés par Charb, mort mercredi dernier. Et il signait ce dessin où on voit un Égyptien montrer du doigt un pharaon. Encore une folle tordue qui fait honte à notre pays. Un des derniers dessins de Charb. Philippe Besson, ça ne vous laisse pas indifférent forcément, ce Non, dessin. ça ne me laisse pas indifférent. La preuve qu'on peut rire de tout et que les dessins aussi sont un peu politiques parfois. Voilà, ils passent des messages subliminaux, ils disent un certain nombre de choses. Et c'est bien que les dessinateurs se souviennent que la répression contre les gays a été accrue en Égypte quand les intellectuels se taisaient, par exemple. Donc c'est beau qu'eux l'aient fait et qu'ils l'aient dit comme ça, de manière si drôle, si enlevée, si légère. 4e place du Flop 10. Michel Houellebecq, dont la caricature signée Luz faisait la une de Charlie Hebdo, les prédictions du mage Houellebecq. En 2015, je perds mes dents. En 2022, je fais Ramadan, lui faisait dire Luz à la une de Charlie. Houellebecq, vu aussi par la dessinatrice Coco, rescapée, elle aussi, de cet attentat mercredi dernier. Houellebecq converti à l'islam, et on le voit sniffer sur la moquette. Encore un des derniers dessins de Cabu, où on voit Marine Le Pen dire à Houellebecq « Tu seras mon Malraux ». Et toujours Cabu pour le Canard enchaîné, ce dessin, 71% des Français déclarent être pessimistes selon l'IFOP. Et Cabu croquait Zemmour et Houellebecq. Pessimiste, pessimiste, est-ce qu'on a des gueules de pessimistes? Ajoutons ce dessin de Rhys, Choumichion, le dernier livre de Houellebecq à lire avec un dentier. Et encore un dessin du regretté Charb, Scandale, Allah a créé Houellebecq à son image. Léa Salamé. Pendant qu'Émeric revient. Léa. Vous voyez, c'est étonnant parce que dans un autre monde, dans une autre vie, dans une autre semaine, on aurait été là, à la même place, à enregistrer cette émission et on aurait fait quasiment toute l'émission sur Houellebecq, pour, contre Houellebecq. Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce que c'est la même chose que Zemmour? Est-ce que c'est un roman? Est-ce qu'il est islamophobe? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce que c'est un immense écrivain? Est-ce que ça ne l'est pas? Et puis là, voilà, il y a eu ce qu'il y a eu à Charlie Hebdo et du coup, ça paraît tellement insignifiant à côté. Houellebecq, le roman... voilà, on en reparlera de Houellebecq et du roman. J'ai des choses à dire sur ce livre-là, mais là, aujourd'hui, c'est anachronique, c'est à côté de la plaque. Philippe Gueluc. Quel terrible dessin. On dit que Dieu a créé l'homme à son image, donc nous sommes tous à l'image de Dieu. Et dans ce cas-là, c'est frappant. Je sais pas...
je ne veux pas dire une bêtise, mais je ne sais pas ce qu'ils avaient cette semaine, mais ils étaient très en forme. Ils sont revenus là en ce début de 2015 avec des dessins éblouissants. Ils le sont toujours, mais là, peut-être que ces dessins me parlent encore davantage, mais je les trouve fabuleux. Et sur tous les sujets, la preuve, 3e place du Flop 10 cette semaine. Christian Leclerc, peut-être vous n'avez pas retenu son nom, c'est le maire d'hiver droite de Champlan qui a refusé d'inhumer un bébé rome dans sa ville de l'Essonne. Eh bien, ça a donné ce dessin signé Riss dans Charlie Hebdo. Pourquoi une mairie a refusé d'enterrer un enfant rome? Parce que ça attire les vivants. Ça aussi, c'est de l'humour noir, terrible, mais qui sait traiter de l'actualité. Et ce dessin de Babouze sur le même sujet, toujours dans Charlie Hebdo. Refus d'inhumer un bébé rome, sauf s'il est accompagné par ses parents. Et encore un des derniers dessins de Charb, rappel à l'éthique. On voit Charb qui a caricaturé Manuel Valls dire « Les bébés roms, faut les chasser vivants, pas morts ». Patrick, ça c'est un sujet difficile aussi. Je sais que vous abordez dans votre spectacle. Est-ce qu'on peut rire, par exemple, des roms et quand justement il y a une actualité aussi tragique que celle-là? C'est pareil, c'est une façon aussi de rappeler que dans mon spectacle, quand j'en parle, je dis qu'on peut se moquer des Roms puisqu'ils ne nous attaquent pas en procès. C'est les seuls qui ne se manifestent pas, donc c'est très facile parce que pour porter plainte, il faut rentrer dans un commissariat. Et encore rentrer, ils peuvent. 2e place du Flop 10 cette semaine. Évidemment, cette nouvelle année 2015. Parce qu'elle démarre effectivement très mal et Charb avait hélas signé ce dessin prémonitoire. Toujours pas d'attentat en France. Attendez, on a jusqu'à la fin janvier pour présenter nos vœux. C'est Charb qui avait fait ce dessin incroyable. Toujours Charb. Joyeuse parano, on voit quelqu'un qui éternue, ah, tcha, tcha, et 2 témoins qui traduisent, ça veut dire Dieu est grand, le signe de ralliement des djihadistes. Et toujours à propos des djihadistes, encore un dessin de Charb, les pétromonarchies menacées par la chute des prix du pétrole. Et on voit un émir dire à 2 djihadistes, on n'a plus de quoi vous financer, demandez directement aux États-Unis. Et hélas, encore ce tout dernier dessin de début d'année. Encore des efforts en 2015, mais ce sera sans moi, avait dessiné Charb pour Charlie Hebdo. À la première place du Flop 10 cette semaine, évidemment, ce 11 septembre. 11 septembre, des dessinateurs vus par Rançon dans Le Parisien. Vous êtes d'ailleurs quelques-uns à avoir eu cette idée, Philippe Gueluc, Rançon et d'autres, à faire ce parallèle entre ce qui s'est passé cette semaine à Paris dans les bureaux de Charlie Hebdo et ce qui s'était passé en 2001 à New York. Mais les journaux gratuits, la presse payante et même les journaux sportifs ont su rendre hommage à leurs confrères. La preuve, cette une de l'équipe, formidable dessin, Liberté, Barbarie, le résultat du match 0-12. C'est signé Soulcier pour le journal L'Équipe. Alex, un dessinateur qu'on cite souvent chaque semaine pour le courrier Picard, lui a osé même caricaturer ses confrères et il les a imaginés en train de réfléchir à un dessin après cet attentat. Charlie cherche sa prochaine une liquidation le jour des soldes, fallait le faire, fait-il dire à Cabu, ou alors on ne craint pas les trous de balles, fait dire Alex à Wolinski. Très joli dessin aussi proposé par Neil sur Twitter. Surtout, pas d'amalgame. Et dans le même genre, posté sur Twitter par François Baudonnet sous forme d'hommage à Magritte, ceci n'est pas une religion. Et peut-être ce dessin de Thierry Vivien pour conclure. Où est Charlie? Vous connaissez tous ces albums, ce jeu où on doit chercher Charlie. Où est Charlie? Tout le monde depuis répète évidemment ce formidable leitmotiv. Je suis Charlie. Eh bien oui, la réponse est Charlie est désormais partout. Vous n'avez aucune chance de gagner, les mecs. Aucune. Voilà. Chaque semaine depuis 8 ans,
nous rendions hommage au travail des dessinateurs de leur vivant dans cette émission. Et croyez bien, je souhaite faire encore longtemps et si possible cette revue de presse des dessins de leur vivant pour ceux qui restent et pour ceux qui perpétueront le travail de leurs confrères lâchement assassinés. Alors, tout en vous suggérant de vous abonner le plus rapidement possible à Charlie Hebdo, parce que c'est la meilleure des choses à faire pour que ce journal continue à vivre et pour dire non au fanatisme et à la dictature et à la censure de la liberté d'expression, eh bien, abonnez-vous à Charlie, et je crois qu'il est temps que je rejoigne maintenant ceux qui ont accepté tous d'être des Charlie ce soir encore. Émeric et Léa, je sais que ça n'est pas facile, je vous sais particulièrement ému. Émeric Caron, est-ce que vous vous sentez capable de dire quelques mots? Oui, je suis ému à beaucoup de titres. D'abord Charlie Hebdo. C'est un journal qui me suit personnellement, que je suis, mais qui me suit depuis une vingtaine d'années. Depuis l'école de journalisme, je me souviens qu'on devait écrire des papiers, et puis nos profs nous demandaient pour qui le destinez-vous. On pouvait choisir. Alors certains disaient Libération, Le Monde, Le Figaro, et moi quasi systématiquement j'écrivais pour Charlie Hebdo. Parce que c'est toujours, ce journal existe toujours, et il va continuer à exister, heureusement, mais les gens... Malheureusement, beaucoup de ceux qui faisaient Charlie aujourd'hui sont disparus. Parce que c'est un journal, certes irrévérencieux, certes qui peut choquer parfois, mais qui fait tellement de bien à la démocratie et qui véhicule des valeurs tellement saines, tellement belles. L'humanisme, le refus des intégrismes, quels qu'ils soient, du sectarisme, de l'exclusion. Alors c'était des journalistes, c'était des caricaturistes, c'était des polémistes, mais c'était surtout des gens extrêmement utiles. On a beaucoup dit depuis quelques heures, on s'en est pris à la liberté d'expression et c'est une honte. Et évidemment, il faut se mobiliser pour conserver cette liberté d'expression. Mais cette expression-là, elle avait en plus quelque chose de particulier. C'était ce message de paix qui était véhiculé. C'est que non seulement on s'en prend à la liberté d'expression, mais on s'en prend à un message qui est essentiel et qui est aujourd'hui menacé dans notre société. Et que c'est fou, je vous interromps, mais c'est ce que le message que répètent leurs collègues dessinateurs survivants de cet attentat aujourd'hui, c'est que tous ces garçons morts sous les balles parce qu'ils étaient simplement dessinateurs étaient là régulièrement chaque semaine pour défendre justement la possibilité d'être musulman en France, pour lutter contre le racisme. C'est contre le fanatisme qu'ils luttaient, mais même s'ils étaient souvent laïcs ou athées, en tout cas ils défendaient la possibilité pour chacun d'avoir sa religion et d'être avec des origines différentes dans le même pays. Ils luttaient contre tout racisme. On s'est attaqué à ceux qui, justement, luttaient contre le racisme. Ils en étaient le symbole, il faut le redire, et c'est ce que j'imagine vous étiez en train de vouloir dire. Absolument, vous avez tout à fait prolongé ma pensée. Puis évidemment, je ne connaissais pas personnellement tous ceux qui ne sont plus là aujourd'hui. J'en avais croisé certains. Je peux juste raconter une anecdote, un souvenir, si vous permettez. Charles, je l'avais croisé il y a quelques semaines encore, et Cabu il y a quelques jours, dans un réveillon organisé par un ami commun. Et Cabu, je m'en souviens, j'étais un jeune journaliste sorti de l'école, et ça dit beaucoup de qui il est en fait, de qui il était. Et comme tous les journalistes, voilà, on cherche à bosser, etc. Puis je devais faire une maquette pour une radio, maquette d'une émission. Et donc, je vais inventer un concept, il me fallait un invité, puis j'ai appelé Cabu à Charlie Hebdo. Et il avait vraiment 1000 autres choses à faire que de s'intéresser à la maquette d'un type que personne ne connaissait. Il a tout de suite répondu oui, pour venir dans cette radio, passer 1 heure, 2 heures avec moi, pour un projet qui ne verrait jamais le jour, qui ne serait jamais diffusé. Et puis ensuite, il m'avait invité à la conférence de rédaction de Charlie. On avait beaucoup parlé, il avait passé quasiment une après-midi avec moi. Il était comme ça. Je ne connaissais pas personnellement, pas beaucoup plus. Toi, tu le connais 100 fois plus que moi. Mais ça m'avait beaucoup marqué, ça avait été une vraie leçon d'humanité. Ça veut dire qu'il était dans la vie telle qu'il le prônait dans son travail. Voilà, c'est pour ça que je suis dévasté à beaucoup de titres aujourd'hui. C'est parce qu'en plus, ces personnes-là qui ont été tuées, c'est des gens bien. C'est des gens très, très bien. Léa Salamé.
Moi, contrairement à Emmerich, je n'écrivais pas que je rêvais de travailler à Charlie quand j'avais 20 ans. Je n'étais pas une inconditionnelle de Charlie Hebdo. J'aimais lire quand j'avais en main, mais parfois je trouvais que c'était moins drôle, parfois je trouvais que c'était très drôle, parfois je trouvais qu'ils allaient un peu trop loin. Mais je suis ahurie, effondrée, dévastée depuis mercredi. Je me repasse en tête le film de l'exécution. C'est comme ça, ce qu'on m'a raconté, ce que les gens qui étaient sur place, et Patrick Pelou nous racontera. J'arrive pas à imaginer comme ça 2 hommes armés qui rentrent dans une salle de rédaction avec des dessinateurs, des journalistes qui font l'appel avant de les descendre de sang-froid les uns après les autres, l'un d'une balle dans la tête, l'autre d'une balle dans le thorax. Voilà, je pense à ça en permanence. Ça tourne dans ma tête, j'arrive pas à comprendre qu'on est à Paris, dans le 11e arrondissement, on n'est pas à Bagdad, et que ça soit passé comme ça ici en France. Voilà, c'est inimaginable et ça s'est passé. Et ils ont touché à quelque chose qui est l'âme de la France. C'est-à-dire, oui, on l'a dit, la liberté d'expression, les Lumières, mais c'était aussi, ils ont touché à ce qui était le dernier bastion des libertaires. De cet esprit 68ard, anard, que je partageais pas forcément, mais qui faisait la France, qui est aussi ce qu'on est aujourd'hui, c'est aussi Charlie. Il y a eu des milliards de tweets et de réactions. Moi, j'en ai sélectionné un. Il y en a un qui m'a touché particulièrement, c'est celui d'Éric Rochant, le réalisateur, qui a tweeté « Ils nous ont tués, ils emportent la sidération. Nous ne savions pas à quel point Charlie Hebdo, c'était nous. » Voilà, moi, je ne savais pas à quel point Charlie Hebdo, c'était nous. Je voudrais montrer ce livre qui permettra de soutenir sûrement Charlie et j'allais dire sa renaissance dès la semaine prochaine. Les 1001 de Charlie Hebdo de 1992 à 2011. J'avais d'ailleurs eu l'occasion de recevoir Cabu il y a peu en radio pour nous parler de ces unes et de l'histoire incroyable de Charlie Hebdo et même d'Harakiri avant avec le professeur Choron, évidemment, qui était leur père à tous. J'ai une pensée aussi pour Michel Bernier parce que c'était tous ses amis, tous ces dessinateurs de Cabu à Volinsky, en passant par Charb et les autres. Donc n'hésitez pas pour les soutenir à acheter entre autres ce livre Charlie Hebdo, les 1001 aux éditions Les Échappés. Je voudrais aussi montrer la une de Marianne. La une de Marianne, continuons le combat, et Marianne a choisi de publier justement un des derniers dessins de T-News, disparu mercredi dernier dans cet attentat. Allah est assez grand pour défendre Mahomet tout seul. Continuons le combat, un magnifique dessin de T-News à la une de Marianne. Philippe. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Léa, en disant je ne lisais pas forcément Charlie continuellement. D'ailleurs, on sait que le journal n'allait pas bien, il n'avait plus assez de lecteurs pour vivre correctement. Et je voudrais dire comme je suis touché et bouleversé par la population au sens large qui s'est réunie sur des places dans toutes les villes de France. Des gens de toute génération qui ne sont pas des lecteurs de Charlie, parce que si Charlie avait eu autant de lecteurs qu'on a vu de gens se réunir, ce journal aurait été en bien meilleure santé. Mais ça fait partie d'eux-mêmes, de leur sentiment d'appartenir à une communauté éprise de liberté d'opinion. Charlie Hebdo était le fer de lance de l'insolence de la presse satirique. On sait bien, on n'a jamais obligé personne à lire Charlie Hebdo. On savait, quand on l'achetait, que ça allait cogner fort, que c'était un journal satirique. Mais c'est évidemment le symbole qui a été touché au-delà des hommes et des femmes que nous aimions. Et c'est ce symbole qui ne peut pas être abattu, qui doit renaître, qui doit vivre. Et il n'y a qu'une solution contre l'obscurantisme, c'est d'essayer de les aveugler de notre lumière qui continuera à briller. Et si vous me permettez juste un mot, parce qu'évidemment vous parlez des dessinateurs et vous les avez toujours mis en valeur, Laurent, dans cette émission particulièrement, peut-être la seule émission grand public qui chaque semaine montrait les dessins de ces dessinateurs. Il y a aussi 2 policiers qui sont morts. Ouais. Et puis il y a une femme. On a raconté qu'ils voulaient épargner les femmes, mais il y a une femme qui est morte, une psychanalyste, qui s'appelle Elsa Kayat. Moi, je ne la connaissais pas. Elle est chroniqueuse aussi à Charlie Hebdo. Il se trouve que j'étais tout à l'heure dans un café et il y a une femme qui est venue me voir, qui m'a dit « Léa Salamé, vous êtes Léa Salamé ?» Je dis « Oui ». Et elle me dit « Voilà ». Et elle s'est effondrée en larmes devant moi et elle m'a dit « Voilà, c'était ma psy ». Alors, s'il vous plaît, dites un mot sur elle, parce qu'elle avait... voilà, c'était une psy, elle faisait le divan, une chronique, je crois, 2 fois par mois.
Voilà, je pense à elle aussi. Bernard Maris aussi. Bernard Maris. Faut citer Bernard Maris, qui est un Oncle économiste. Bernard dans Oncle Charlie Bernard, Hebdo. un économiste iconoclaste. C'est aussi pour ça qu'on a Merveilleux. tenu en tout Voilà, début d'émission il faut dire un mot. à rappeler toute la Mustapha, liste, qui était un toute correcteur. la liste des Je ne victimes. sais pas ce qu'il faisait ce jour-là. Lors d'une, voilà, tous ces gens-là, il faut les citer tous et pas seulement les plus. Et l'agent d'entretien Frédéric Boisseau, qui Absolument. était la première victime de l'attentat par ordre chronologique. Et là, c'est par ordre alphabétique que tous les noms ont été donnés, tous les noms des victimes de cet attentat meurtrier de mercredi dernier. Je voudrais montrer encore l'album de Wolinski, le dernier paru sur ces années 70, toujours aux mêmes éditions Les Échappés, Charlie Hebdo, Wolinski, mes années 70. On reparlera évidemment de cet attentat et des dessinateurs et de la liberté d'expression avec le docteur Pelou dès qu'il sera dans ce fauteuil, avec vous Philippe qui accepterez aussi de vous installer là. Mais évidemment, cette émission dont n'est pas couché, c'est aussi l'actualité culturelle. Et je veux ce soir, dans ces conditions difficiles, qu'on continue justement à parler de l'actualité culturelle, que ce soit James Dean à travers votre livre, Philippe Besson, Vivre vite. En deux mots, pourquoi vous avez choisi James Dean comme sujet, formidable sujet, je dois dire, pour ce nouveau livre? Peut-être, si vous me permettez, Laurent, juste avant, je voudrais quand même dire l'état de sidération dans lequel on a été tous plongés, l'effroi, la stupeur à l'idée qu'ils aient osé, qu'ils aient réussi, l'émotion ensuite qui est arrivée. Léa évoquait tout à l'heure l'idée d'imaginer ce qui s'est passé. Un écrivain, ça fait ça, ça imagine ce qui se passe quand le réel résiste, quand le réel se dérobe. J'essaie d'imaginer, moi aussi, et j'essaie d'imaginer les corps qui tombent et les cris. Et je pense à ces gens qui sont morts, je pense à leur famille, à leurs proches. Et après l'émotion, je me dis, et c'était ce que disait Philippe sur les gens sur les places dans toute la France, ces gens sont debout, nous sommes encore debout. Ils ont tué l'intelligence, ils ont tué l'irrévérence, ils ont tué l'insolence. Mais puisqu'ils nous veulent morts, il faut que nous soyons vivants. Et je pense qu'effectivement, la meilleure réponse après cette stupeur et cette émotion, c'est de continuer à vivre, de continuer à être dans la vraie vie, d'aller voir ses amis, de leur dire qu'on les aime d'ailleurs, d'aller dans les rues, dans les cafés, d'aller au cinéma, au théâtre et de vivre. Voilà, la réponse, c'est vivre. Vivre, rire, lire, Oui. se cultiver Et de manifester demain. et de manifester demain, dimanche, d'être dans effectivement, ce- tous ensemble. Philippe Besson, Pardon. Vivre vite. Alors, James Dean, parce que, je veux dire, j'ai lu votre livre pendant les vacances qui nous ont été accordées en cette fin d'année dernière. C'est un sujet qui m'a évidemment passionné, parce qu'au fond, on ne connaît pas si bien que ça James Dean. D'abord parce qu'il y a eu 3 films, Oui. 3 films célèbres avec lui, parce qu'il est mort à 24 ans dans un accident de voiture, on y reviendra. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi lui? Alors, ça commence à 17 ans, ça commence dans l'adolescence, quand il est le jeune homme sur un poster dans une chambre. C'est-à-dire que, comme pas mal d'adolescents, j'ai eu envie qu'il soit là, dans ma chambre. À côté, il y avait Rimbaud. J'ai d'ailleurs déjà fait un livre autour d'Arthur Rimbaud. Et puis, un peu plus tard, j'ai découvert les films. Et j'ai été assez frappé par la présence sensuelle de ce garçon, par ce jeu hors du commun. Alors, les films d'Hollande, c'est À l'Est À l'Est d'Éden. d'Éden, le premier. Oui, c'est assez extraordinaire parce que c'est l'adaptation d'un roman de Steinbeck, c'est le mythe de Caïn et Abel revisité. Et il est incroyable, il crève l'écran, mais en même temps, il singe Brando, il en fait un tout petit peu trop. Le deuxième, qui est de mon point de vue le meilleur, c'est La Fureur de vivre, le blouson rouge, et surtout cette espèce de jeunesse rebelle dans l'Amérique puritaine et corsetée des années 50. Grosso modo, à ce moment-là, il y avait le blouson rouge de Jimmy, un peu plus tard, les hanches de Elvis qui ont secoué l'Amérique. Et le Et avant, il y troisième, avait eu effectivement le débardeur de c'est ça, le Brando. débardeur de Brando. Et puis le troisième film qui est Géant, que j'aime moins, un tout petit peu moins, qui est un peu une meringue à la Dallas, mais dans lequel il est extraordinaire et surtout dans lequel il noue une relation très forte avec Liz Taylor. Donc voyant les films, je me suis dit, mais qui est ce type qui a l'air sorti de nulle part? Donc je cherchais à lire des choses, comme à chaque fois que je suis un peu... je ne comprends pas très bien ce qui se passe quand je vois à l'œuvre quelque chose que je ne comprends pas. Donc je suis allé lire des choses, des éléments biographiques évidemment, et puis j'ai vu les photos et j'ai cherché à comprendre qui y avait derrière les photos. Parce que je me disais, comment ce type qui est pas grand, il fait 1m72,
mal foutu, un peu voûté, binoclard, qui a des lunettes, qui a des grosses lunettes. la Oui, plupart du totalement temps. Miro, hein. Qui est Miro complètement, qui est insomniaque, qui cherche une photo qui n'est pas très beau. Bon, comment, et à chaque fois qu'il rentre dans une pièce, tout le monde tombe. Donc je me dis, j'essaie de comprendre. Et je me suis beaucoup justement intéressé aux photos. Et puis après, j'ai cherché à connaître l'histoire. Et puis je rencontre sa mère, Mildred. Enfin, je rencontre le personnage de sa mère. Et je me rends compte qu'il a perdu effectivement sa mère à 9 ans. Et que sa mère était une mère complètement fantasque pour les années 30. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui lui a appris la danse, qui lui a appris les claquettes, qui lui a appris la musique, et qui lui a pas dit il faudrait que tu fasses du baseball, il faudrait que tu apprennes à lire et à compter. Donc elle était un peu fantasque. Et cette mère meurt prématurément d'un cancer juste avant 30 ans. Et il est là l'accompagner dans l'agonie. Il est là le 14 juillet 1940 quand elle... Il est quand même elle, là pendant le voyage. Et voilà. Vous Et il est racontez là. le voyage Sauf du que le train voyage- avec le cercueil dans le train. Ça, c'est vrai, ça? C'est vrai, oui. Et le voyage, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faut quitter la Californie où ils vivent à ce moment-là pour rejoindre l'Indiana, qui est leur terre natale. Donc c'est un peu plus de 2000 miles. Donc ils prennent le train. Et donc en queue de train, il y a le cercueil de Mildred, la mère. Et dans le train, il y a Jimmy avec sa grand-mère. Et à chaque arrêt du train, il descend et il va parler au cercueil de sa mère. Et je me dis, voilà, il a Et été ça, c'est vous cela. qui l'inventez, ça? Non, qu'il est allé voir le cercueil, oui, moi j'invente qu'il parle, Voilà, bien sûr, évidemment. voilà, ouais. C'est là la part du roman et c'est la part de ce qui m'intéresse justement quand j'écris ce livre-là. Vivre vite. Ça vous a évidemment passionné, j'imagine, James Dean. Vous connaissiez la vie de James Dean, la vie courte, rapide? Un petit peu. Oui, je vous dirai ce que j'en ai pensé quand vous serez sur le fauteuil, Philippe. Moi, je suis contente de recevoir Philippe Besson parce que je l'invitais à iTélé quand je faisais mon émission de débat, qu'il était un formidable débatteur, très engagé politiquement, très à gauche, mais donc ça faisait de la bonne télévision face à des gens de droite, il y allait, etc. Et je suis toujours très surprise par le paradoxe Besson, qui est tellement sanguin quand il parle politique et quand il est à la télévision, et qui devient tellement féminin, tellement gracieux, tellement enlevé, tellement léger dans sa C'est littérature son et dans côté sa James Dean. manière d'écrire. Voilà, oui, c'est intéressant. Je trouve que le procédé de faire parler les proches voilà, vous faites parler la mère, vous faites parler la tante, vous faites parler le père, et parfois James Dean qui parle de lui. Et même Marlon Brando. Oui. Et même Marlon Brando, c'est intéressant. Après, voilà, j'attends le livre de Philippe Besson où il sera aussi hargneux, violent, sanguin, sale que quand je l'entends parler de politique. Et voilà, mais on en reparlera quand vous serez sur Tout à l'heure, quand il sera dans ce fauteuil. Vivre vite, un mot sur James Dean. Vous avez vu les films de James Dean, les trois? Émeric Caron. La Fureur de vivre, je l'ai vu quand j'avais une dizaine d'années, mais depuis, je l'ai pas regardé à nouveau. Donc je connaissais, mais j'ai appris de petites choses parce que c'est vrai qu'il y a toujours des éléments biographiques qu'on ignore quand on n'est pas un passionné du personnage en question. Après, sur le livre en lui-même, j'aurai l'occasion de dire plus en détail tout à l'heure ce que j'en pense. Les livres de Philippe sont toujours agréables à lire. Il y a une tentative de procédé narratif, justement particulier, que vient d'évoquer là. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il ait atteint son objectif, ce procédé, mais on en parlera tout à l'heure. Vivre vite, c'est chez Julliard et c'est signé Philippe Besson. Une date à retenir, le 20 janvier. Ce soir-là, au théâtre de l'Atelier des Marrons, Stanley Weber et Mélanie Thierry ici présente. Et en même temps, vous, au théâtre du Rond-Point, Patrick Timsit, le même soir, vous débarquerez dans votre nouveau spectacle. Et oui, vous êtes concurrent. Mais ce n'est pas tout à fait dans le même genre. D'autant que je ne connais pas cette pièce, Anna Christie. Qui va m'en parler en premier? Vous deux, Stanley Weber, Mélanie Thierry. Peut-être le personnage principal, c'est Mélanie Thierry, c'est Anna Christie. Je me gratte un peu la gorge avant de parler. Oui, c'est une pièce qui n'a jamais été montée en France. C'est la première fois. Autant on a l'habitude de la voir, que ce soit à Broadway ou à Londres. Et là, on l'a dépoussiérée et puis on l'a traduite. Vous vous rappelez d'ailleurs qui est cet auteur Eugène O'Neill qui était prix Nobel de littérature et dont l'épouse a été l'épouse de Chaplin. C'est le fameux livre de Frédéric Becbédé qu'on avait reçu ici. La fille. Pardon? La fille. La fille, pardon, la oui, pas la fille femme. La de fille. Eugène O'Neill. La femme de Chaplin et la fille d'Eugène O'Neill. Voilà, très exactement. Et c'est la première fois que cette pièce d'Eugène O'Neill est jouée à Paris, donc. Oui, on commence là dans quelques jours. Et c'est Martinelli, le metteur en scène. C'est ça. Et alors, vous, votre personnage, c'est qui, c'est Anna Christie? Oh, c'est le parcours initiatique d'une jeune fille qui quitte la campagne et qui part retrouver son père dans le port de New York. Elle ne le connaît pas. Et ça va être cette confrontation-là.
et puis la découverte de la mer et tout ça dans quelque chose d'un peu brutal. De la mer MER, et un hein, peu entendons-nous, une vraie hein, âpreté, quoi. Oui, Oui, parce qu'elle découvre son père et non, la mer. l'océan, quoi. L'océan. Et à quel point ça peut être salvateur et à quel point ça peut la changer et la nettoyer de tout ce passé qu'elle traîne. Car son père va l'emmener sur le bateau. Oui, c'est ça. Et sur ce bateau va arriver un jeune marin, joué par Stanley Weber, c'est On ça? rêve. Qu'est-ce que vous dites? Je dis on rêve de voir arriver des marins. Ah ben, il rêvait de jouer Tabarly, j'ai vu ça, Stanley Weber. Donc c'est sûrement pour ça, quand on lui a proposé le rôle de ce marin, qu'il a dit oui. Non, c'était un rôle absolument magnifique. Après, c'était aussi l'envie de travailler avec Jean-Louis et puis Mélanie. Et effectivement, moi, j'ai toujours été très attiré par l'océan. J'ai fait beaucoup de voile depuis que je suis petit et c'est un endroit qui me recentre et qui me parle beaucoup. Donc jouer un rôle comme ça, qui est quand même J'aime bien parce qu'il vient perturber l'équilibre et c'est toujours intéressant de venir mettre un petit peu le souk sur le plateau. Mais c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre une jeune fille et son père, et entre une jeune fille et ce jeune marin, et une histoire d'amour entre ces trois personnages et l'océan. Tandis que je puisse être une jeune fille, ça me plaît beaucoup. Vous êtes une jeune fille. Enfin, pourquoi vous ne seriez pas une jeune fille, Mélanie Thierry? Oui, tout à fait. Je ne contredirai rien. En tout cas, une jeune fille qui s'appelle Anna Christie dans cette pièce à partir du 20 janvier. Une pièce qu'on vous conseille d'emblée, même si on n'a pas pu la voir encore, puisque vous l'avez compris, ça démarre dans quelques jours. Anna Christie au théâtre de l'Atelier. Merci à tous les deux d'être ici ce soir pour nous en parler. Le même soir, donc, et pour la première fois dans un théâtre public, chez Jean-Michel Ribes, le fameux théâtre du Rond-Point, où se jouent régulièrement, justement, des spectacles dans le cadre du fameux Rire de Résistance, eh bien, Patrick Timsit va présenter On ne peut pas rire de tout. Alors voilà un titre, évidemment, on ne peut plus d'actualité en ce moment. J'ai vu quelques extraits de ce que vous faites sur scène. Mes camarades sont allés vous voir, je crois qu'ils ont adoré ça. Vous allez plus loin encore que d'habitude, Patrick, dans ce spectacle, tout en faisant semblant, justement, de recenser les sujets qu'on ne peut pas aborder. Alors, oui. C'est dur ce soir. Ouais, hein. c'est dur. Eh oui, dur c'est ce pas soir, facile. hein. Eh ouais, c'est dur pour tout le monde, là. On a fait quelques vannes là et tout, et là ce soir c'est plus compliqué. Oui. Donc, on ne me connaît pas là. Hein. Mais c'est bien de voir les gens horrible. différents de temps en temps. En tout cas, comme tu en parles, ça donne envie. Je parlerais volontiers d'autre chose, presque même deux. Mais non, parce que justement, Oui, non, mais bien sûr. ça tombe bien au fond. C'est vrai que je me Vous suis posé deviez la venir ce question. soir, hein, on le répète à nos téléspectateurs, à nos invités qui sont Ah oui, c'était prévu avant, ici parce que nous, ce on allait soir. le voir avant Noël, le Alors, spectacle avec Émeric. donc c'est vraiment prévu, pas être pas là pour parler de notre spectacle en surfant sur l'actualité, parce que on sait que toujours dans ces cas-là il y a des tas de récup un peu partout parfois. Et là, sur certains plateaux, c'est pas votre cas, je le dis d'avance. Hein, vous étiez programmés ce soir. Léa et Émeric sont allés vous voir avant les vacances de Noël. Où est-ce que vous êtes allés voir Patrick Timsit d'ailleurs? Courbevoie. À Courbevoie, ouais, c'est ça. à Courbevoie, voilà. Va préparer cette En émission. banlieue, là, près de Paris, loin. là, Courbevoie. Et d'ailleurs, le spectacle, moi j'ai vu quand même non. le début du spectacle en vidéo, parce que j'ai eu la chance qu'on me confie quelques images. Ça commence tout simplement par bonsoir. C'est Ça- ce que je vais garder pour le rond-point. Voilà. Hein, ça, est-ce qu'on peut encore dire bonsoir? Ça choque pas. Hein. Voilà, exactement, c'est ça. Je me disais, tiens, c'est un truc que je peux garder pour le rond-point. Ouais. Parce que je pourrais pas. C'est vrai que. Sauf que si on Tout le commence. reste, vous allez par- arrêter, en fait. Voilà, Pour le je vais garder, rond-point, il va merci falloir- d'être venu. Voilà. Merci d'être venu. Bonsoir, merci d'être venu. J'ai plus qu'à écrire au milieu. Sauf qu'après, quand même, vous allez plus loin. Vous dites, bon, alors ça, bonsoir, on peut le dire. Mais si je commence en disant shalom, déjà là. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on va dire que c'est un spectacle communautaire. Puis après, je me dénonce. Je dis que je suis juif, oui. Je me dénonce tout seul. Ça évite les intermédiaires, voilà. Et puis après, je continue, et puis après... Puis c'est pas vous qui êtes juif, ce sont vos parents qui. Oui, j'ai rien à voir avec eux. Rien du tout. Je les trouve radins et tout, enfin, c'est l'horreur. Mais bon, c'est mes parents. Et eux-mêmes, leurs parents étaient juifs, enfin, voilà. Et alors, je dois dire qu'il y a des moments incroyables qui vous ont fait hurler de rire, Léa Non, et Émeric. Ça fait du bien, c'est un rire salvateur. Le problème, c'est pas les juifs, c'est les ashkénazes. Oui. C'est parce qu'en fait, c'est les ashkénazes, le problème. Il était temps que je rétablisse cette Voilà. vérité sur Vous- l'antisémitisme. C'est ce que vous expliquez. C'est un Oui. passage C'est terriblement drôle. exceptionnellement drôle sur les ashkénazes, sur Hitler. Alors voilà, moi je vais vous dire merci. C'est le C'est moins spectacle dangereux le sur plus Hitler. drôle que j'ai vu depuis très longtemps. Voilà. Vous explosez le politiquement correct pendant 1h30. J'ai eu mal au ventre tellement j'ai ri.
Voilà, je vous en dirai beaucoup plus. Je vais parler du spectacle. Tout le monde y passe, les juifs, les roms, les Pas femmes. les islamistes. Pas les islamistes, et justement. Mais oui, et ce sera. Si vous avez des bonnes vannes, Laurent, Oui, vous dites, moi, j'en ai pas. vous dites, j'en ai j'ai pas de trouvé. blague antisémiste, j'en fais pas. Je sais pas pourquoi, vous Non, dites. c'est ça. C'est pas la peur, la trouille peut-être. Un truc comme ça, mais je sais pas. Non. Encore que vous dites, c'est un peu comme la grippe. Hein. On peut choper une fatwa, comme on peut choper une grippe. Et ça, c'est les symptômes de la fatwa, début de grippe, quoi. Voilà, faut se Je sais pas, méfier. on tremblote, on n'a pas envie de sortir du lit, un truc comme ça quand on se Tu prend une déjeunes fatwa. pas en terrasse. Oui, c'est quand on prend une fatwa. Alors je dis, évidemment, s'ils le prennent mal et qu'on prend une fatwa sur le dos, tu commences la journée, c'est pas la même journée. Et c'est vrai que j'y ai pensé, même ce fameux 7 janvier. Et c'est vrai que c'était pas la même journée. Et c'est vrai qu'on se dit, parfois l'actualité, elle est cruelle. Et quand on se disait justement au début, ça tombe bien, et je dis ça tombe mal, c'est vrai qu'en imaginant le pire, et c'est ce qu'on fait en fait, moi je pars de colère, je les vois quand je voyais ces dessins, je trouve ça tellement fort, tellement... Moi, il faut savoir qu'en plus... pas pour revenir comme ça à chaque fois, mais enfin quand même un peu. D'abord, quand je me suis posé la question, je me suis dit, après tout, finalement, rire. Une fois, j'ai été pris dans une situation un peu... J'étais pas très à l'aise au moment de payer à la réception d'un hôtel. Et je voulais faire vite. Et je faisais la queue, et là, je voyais qu'il y avait du monde, donc j'étais pas à l'aise. Et je sais pas pourquoi. Et donc... À cause de la on dame, imagine- à cause Voilà. de la dame qui était avec vous. C'est pour ça. J'aimerais que vous suivez. C'est pas bien. sympa de vous être inscrit dans l'hôtel sous le nom de Je vois Bruel. pas pourquoi je raconte cette anecdote, surtout. Complètement fou, quoi, le mec. Bon, c'était il y a longtemps, j'étais célibataire, il y a vraiment longtemps. dernière. Et donc, c'est Il y a pour ça que 2-3 j'étais mois, gêné. il y a 2-3 mois. Aller à l'hôtel quand on est célibataire, faut vraiment être con, quoi. Tu vois, voilà, c'est ça, tout ça qui m'a Vous n'étiez gêné. pas célibataire, vous étiez en tournée, tout simplement. Voilà, bah, allez-y, Laurent. Vas-y, Laurent. Alors, on ne peut pas rire de moi. C'est vrai, Attention, j'avais vous oublié. ferez attention à ça. Ah ouais, ouais, de tout Hein, sauf vous, de vous. Vous faites gaffe, Oui, je vous ferai engagez. gaffe, je ferai gaffe. C'est le truc où on ne peut pas rire, ça c'est sûr. Et donc, non, mais juste parce que l'anecdote est importante, elle m'arrive ici et c'est de vous entendre comme ça. Et j'étais là, il y a un monsieur qui vient, je ne suis pas à l'aise, il vient me parler. Je regarde, je fais ouais. Allez, non mais c'est parce que c'est dans les souks. Hein. Je fais ouais. Très bien, hop, je paye. Et après, je me dis, oh merde, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, en fait, et il faut rejoindre vos cousins dans les souks, là. Qu'est-ce que vous faites ici? Il faut aller dans les souks, là, ça va les faire marrer, vos cousins dans les souks. Et je me suis dit, putain, si j'avais compris ça, dis donc, j'aurais été super énervé. Mais le mec, je lui ai souri, et le mec, il doit dire, mais il est fou, ce type-ci. Il a peur de rien. Je suis là en train de l'insulter, et il me sourit. Et je me suis dit, tiens, faut venir. Parce que ce soir, c'est bien de sourire. Voilà, c'est quand même quelque chose de désarmant. Et je me suis dit, si un jour je pourrais me retrouver dans une situation, entendre quelque chose de dégueulasse ou d'horrible, et de pouvoir sourire, je serais fier. Je serais assez content d'être plus fort, en fait. Voilà pourquoi, bon, une anecdote, on arrangera le début, hein, on dira que... On ne peut pas rire de C'est un tout. copain, en fait, c'est pas moi qui ai vécu ça, c'est ça. C'est son ami. C'est idiot, hein. C'est Arthur, en fait. C'est Arthur, vous parliez d'Arthur. c'est Voilà, mon copain Arthur, qui est très Parce sympa avec moi. qu'Arthur, pardon, hein, je ne sais pas si elle regarde ce soir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pensais que vous étiez, dans mon inconscient, je pensais que vous étiez un abonné des émissions d'Arthur, vous étiez meilleurs amis et tout ça. Qu'est-ce qui prend cher? Mes parents aussi, et pourtant, je les aime. Hein. Mon fils, s'il y avait un qui doit me faire un procès, c'est mon fils. C'est qu'est-ce qu'il prend aussi, vous voyez. Et Mimi Mati. Et Mimi Mati. Oui, mais là, ça va, quoi. Là, je me dis, c'est les faibles, hein, moi. Ma spécialité, hein, je me dis aussi, au moins, je risque rien. Non, Mimi Mati, c'est parce que c'est honteux, c'est juste ça. C'est la vanne honteuse, et c'est ma mauvaise foi qui est drôle. Enfin, on va pas expliquer les vannes. Mais Non. Si je suis là, c'est pas pour me moquer de Mimi Mati. Mais c'est elle pour vous me en veut moquer ou de moi. pas? Je crois pas. Franchement, je crois pas. Non. Elle, non. C'est le genre de mec qui glisse un petit tacle. Ouais, non, mais Arthur, il l'illustre. C'est-à-dire qu'il pourrait imaginer que je me dis, tiens, comment je vais me faire pour m'envoyer Arthur? C'est pas ça se passe pas comme ça. C'est que tout d'un coup, il est à chaque fois dans le sujet. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, ils me disent quand même, c'est beaucoup quand même, il y a 4 ans aussi. Ben oui, il était dans le sujet. Je voulais parler des décomplexés, il y avait ce côté, la droite décomplexée, tout ça, ça m'énervait. On ne pouvait plus supporter ces phrases et alors, t'as qu'une vie, profite, et alors, j'ai pas honte d'avoir des amis riches, profite. Tu vois,
Je me disais, putain, il y en a marre de ce truc-là, décomplexé. Et on était là avec mes charmants amis qui, eux, sont très gentils. Hein, en fait, c'est eux les méchants, là, Gassio et Alain. Jean-François Alain, on se dit, putain, et ouais, je suis tellement décomplexé, je m'en fous, la preuve, je mange du dauphin. Et là, on est parti dans ce délire, comme ça, du mec qui en a rien à branler, quoi. Je m'en fous, je mange du dauphin, mais profite, tu vois. Patrick, attention, l'homme est fou, bientôt l'homme est fou, tu vois, les Maldives, ça va disparaître. Et là, tout d'un coup, évidemment, je me dis, ça illustre bien. J'y ai été avec mon copain Arthur, faut faire quelque chose. On y a été avec Arthur et on a fait du bateau. Tu vois. Et là, tout était là en train d'illustrer. Et ce coup-ci, rien à voir avec Arthur. Je me dis, tiens, putain, j'en ai marre. Ces mecs qui disent, faut quitter la France, le climat est malsain, faut se barrer. Boum, Arthur. Je dis, mais oui, ce sera plus drôle avec Arthur. Et le pauvre, il est encore dans le spectacle. Je dis le pauvre, pas moi, ça m'enrichit. Pour une fois, attends. Non, mais donc, on va être dans l'esprit Charlie, on va essayer. Ben, évidemment. Mais bon, donc voilà, ouais, Arthur, il n'y a rien de C'est personnel. facile, non? Oui. C'est une cible un peu facile. Alors, non, c'est pas parce que c'est facile, c'est parce que c'est facile, oui. Il y a un moment. Émeric. Ouais, après tout. Oui. Émeric Caron, un mot sur ce que vous avez vu. Un mot? Ah oui, à Courbevoie, puisque ça démarre au Théâtre du Rond-Point le 20 janvier, mais vous êtes allé le voir en banlieue. Un mot formidable. Voilà, non, mais après, on va en parler tout à l'heure plus en détail, mais c'est la meilleure des réponses à la connerie ambiante, à l'obscurantisme, au fanatisme, à beaucoup de choses qui sont d'actualité. Et là, moi, je pense que Patrick Timsit est un humoriste, je peux dire humoriste, je sais pas si c'est un terme qui vous... Enfin, je sais pas, bref, d'exception. Elle me choque. Surtout quand c'est des compliments. Ouais, D'exception c'est qui- marrant, je le vis bien. Oui. Il aurait pu dire est Mais non, une c'est- espèce d'abruti, mais génial. Bon, c'est bien. Non, bien, parce que moi, c'est un humour qui dit beaucoup de choses et qui dit beaucoup de choses extrêmement importantes et que c'est un humoriste et un homme courageux dans ce qu'il fait. Il y a des artistes, moi je suis un peu fatigué. On a vu, alors on va voir beaucoup de spectacles d'humour pour l'émission notamment et il faut avouer, souvent on passe un bon moment, il faut le reconnaître. Mais souvent je sors en me disant, ok, mais si j'y étais pas allé, ça n'aurait pas changé ma vie non plus. Enfin, je passe des moments un peu tièdes, je trouve. Et je pense qu'on a besoin d'humoristes qui vont beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, qui nous remuent. Ils fassent qu'on s'entend rire, puis on dit mais de quoi je suis en train de rire là, c'est pas possible. Mais c'est un rire qui est bon parce qu'il n'est pas malsain, au contraire, il est très sain parce que ce qui est en train d'être dénoncé, c'est très fort. Voilà, donc Patrick Timsit, pour ça, est précieux. Et quand il entre sur scène et qu'il dit bonsoir, bon bonsoir, ça passe. Et alors, si je disais shalom, ce serait plus embêtant. Quand même, on peut dire aussi, et si je disais salam alaikum, je suis aussi arabe au fond. Vous dites, Oui. je suis arabe. Je dis, je suis né en Algérie, je me sens arabe. Un juif séfarade, c'est un arabe qui a réussi. Qui a réussi. Ouais, un arabe. C'est plus fort que moi. Patrick Timsit au Théâtre du Rond-Point à partir du 20 janvier. Philippe Besson dans les librairies avec Vivre vite, c'est chez Julia. Et à l'Atelier à partir du 20 janvier aussi, Mélanie Thierry et Stanley Weber, avec aussi Féodor Atkin, dans cette pièce qui s'appelle Anna Christie. Mais il est temps maintenant d'accueillir le médecin urgentiste qui depuis des années signe chaque semaine dans Charlie Hebdo, un billet Histoire d'urgence. Il a été un des premiers sur les lieux mercredi dernier, le jour du drame. Merci à lui d'avoir accepté. Et ça n'est pas facile pour lui, je le sais. Notre invitation ce soir, voici le docteur Patrick Poli. Et je vais demander à Philippe de s'installer dans le fauteuil face à Poli. Ça va toi? Ouais. T'aimais bien? Ah, c'est pour ça que je suis là. Je t'adorais. Moi, j'ai adoré aussi, j'adore Charles aussi, Oui. Merci Patrick, merci Patrick, merci. Merci.
Merci Patrick d'avoir accepté cette invitation. Je sais que ça n'est pas facile pour vous. En plus, vous avez été évidemment énormément sollicité ces jours derniers pour témoigner à propos de ce drame vécu mercredi dernier. Merci d'être là. Ce sont vos amis, vos proches, vos frères qui sont partis mercredi dernier. Et en même temps, rien évidemment ne les remplacera jamais. Je voudrais que vous nous donniez un mot sur ce que vous ressentez aussi chez les gens et la réaction incroyable qu'on ressent dans le pays depuis ce drame. Ça vous touche énormément? Est-ce que ça vous aide aussi? On va dire, je crois que j'ai plus rien pour me toucher maintenant. C'est pas que ça aide, c'est que c'est rassurant. Ça prouve que ça ne s'arrête pas et que donc ils n'ont pas gagné. Ça prouve qu'il y a un élan qui dépasse quelque part le journal. Tu sais, et c'est un truc... Il y a une grande différence entre eux et nous, c'est que nous, on sait rire et sourire. Et si j'ai voulu venir, et je te remercie, c'est parce qu'ils adoraient ton émission et les dessins que tu passais. Et on va continuer à les passer, évidemment, dans les semaines qui viennent, parce qu'il faut que Charlie Hebdo continue, évidemment, à paraître. Ça sortira mercredi prochain. Oui. Oui, en kiosque. Vous allez, avec vos camarades, continuer à faire vivre Bien Charlie. sûr. Il n'y a pas de raison. Vous ne pouvez pas imaginer. Enfin, si. Ce qu'on a vécu. Mais il faut qu'on continue. Justement, vous savez, c'est pour tous les applaudissements, parce que vous n'avez pas applaudi un journal. Vous vous êtes applaudi vous-même, en fait. Vous avez applaudi ce qu'on représente, l'histoire d'un pays, l'histoire des gens qu'on a été, les gens qu'on sera demain. On a applaudi la culture. Parce que c'est vrai que les dessinateurs de presse, on ne sait jamais s'ils sont journalistes ou s'ils sont dessinateurs, ils ne savent pas s'ils sont peintres, tu sais. Mais c'est tellement précieux. Et le combat qu'il y a chaque semaine pour Charlie, que Charles m'a appris avec Cabu, Georges Wolinski, Tinius, Honoré, c'était, et tous les autres bien sûr, c'était de se dire, voilà, qu'est-ce qui va faire rire parce que ça n'a pas de prix. C'est ça. Et quand on voit l'élan mondial, une fois Charles m'avait dit, tu sais, ils ne vont pas me buter parce que si jamais ils me butent, ça va faire un scandale national. Ben, il s'est trompé parce que c'est un scandale mondial. Voilà. Des milliards de retweets pour Je suis Charlie. Philippe Gueluc, vous m'avez dit un ou deux messages à faire passer en cette occasion sur la liberté d'expression, sur l'importance de ces dessins, l'importance de ces journaux. On peut citer aussi Ciné qui a formidablement réagi, et même Philippe Val, parce que malgré les dissensions qu'il y a eu parfois entre les dessinateurs, les journaux, dans ces cas-là, tout le monde se réunit et tout le monde a donné des témoignages formidables cette semaine de solidarité, d'émotion, que ce soit Val, que ce soit Ciné. Vous travaillez dans l'autre journal, dans Ciné mensuel. D'ailleurs, toute l'équipe de Ciné mensuel s'est portée. Je crois que nous l'avons dit le lendemain matin, qu'on est là. Je veux dire, s'il y a besoin, on est là pour vous aider à faire. Et le Canard enchaîné, évidemment. De n'importe quelle façon que ce soit, pour dessiner, pour écrire, pour être simplement là avec vous, de quelque façon que ce soit, vous le savez, et nous vous le disons tous. Enfin, tous les dessinateurs de Ciné mensuel se sont portés volontaires immédiatement. On dira jamais assez, enfin Patrick l'a dit en partie, mais on dira jamais assez ce qu'on doit à ce journal, ce qu'on doit au géant, à François Cavana, disparu il y a un an. Ce qu'ils nous ont appris, enfin moi, c'est mes classiques. C'est les grands auteurs de ma jeunesse et de mon enfance. Rézère, évidemment aussi. Rézère, c'est eux qui m'ont appris à réfléchir, qui m'ont appris à m'indigner, qui m'ont appris à rire, qui m'ont appris à partager, qui m'ont donné cette pulsion de vie qu'ils distribuaient sans compter. Je n'ai jamais connu des gens aussi doux, aussi pacifiques, aussi généreux, aussi amicaux, aussi éclairés. Et c'est ces gens-là qu'on assassine. Mais mon Dieu, mais quel... Tu sais pas, mais le débat de la conférence de rédaction au moment où ils ont été assassinés, c'était de savoir comment on lutte contre le racisme et quel journal on allait faire pour lutter contre le racisme. Mais enfin, les fascistes religieux, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, assassinent leurs propres coreligionnaires. Les victimes musulmanes
du soi-disant État islamique sont beaucoup plus nombreuses que les victimes occidentales. Et voilà des gens qui se battaient pour la défense de la laïcité en général, mais des gens issus de l'immigration qui vivent dans votre pays. On se bat pour eux et on se fait assassiner au nom de quoi, bon sang? Oui. Et ça. Leur mort n'est pas, en fait. Il n'existe pas, parce qu'ils ont construit une façon de penser, quelque chose. Et là, l'idée qu'avait Charb, c'était de se dire, bon, bah maintenant, ça suffit, quel papier, on a trop de problèmes sur la distribution, c'est ça le problème, il faut qu'on passe aux applications. Donc, il y avait des réflexions, là. On était en train de réfléchir comment va être le nouveau Charlie, tu vois, avec tout, employer tout ça. Donc, Les versions numériques de Charlie. La version numérique, mais c'était un peu plus que ça, parce que ça sent avec eux, c'était à chaque fois de la création. Mais ceux qui restent ont envie. Ça a été la question qu'on s'est posée jeudi matin. On s'est dit, bah alors, qu'est-ce qu'on va faire? On y va? Et tout le monde a dit, on y va, même si certains ont dit, je ne sais pas ce que je vais faire. Bien sûr. Mais on va y arriver. Ils avaient été les premiers à continuer à rire, et à dessiner, à s'exprimer après les attentats du 11 septembre. On compare évidemment ce qui s'est passé cette semaine à ce qui s'est passé aux États-Unis, même s'il y a moins de victimes, de choses différentes et peut-être incomparables. Mais c'est le 11 septembre des dessinateurs, on a dit tout à l'heure, le 11 septembre français, le 11 septembre de la liberté d'expression. Un mot de Léa Salamé et d'Aymeric Caron. Léa, peut-être pour commencer. C'est très difficile. Juste vous dire ce qu'on disait avant que vous arriviez sur ce plateau, notre stupéfaction, notre horreur. Moi, j'ai mal au ventre depuis mercredi midi. Voilà, j'arrive pas à comprendre comment un dessinateur de 76 ans, un dessinateur de 80 ans, vous disiez tout à l'heure, Philippe, c'était des enfants. Non, c'était pas des enfants, c'était peut-être aussi des enfants, mais c'était des... Ils ne méritaient pas de mourir comme ça à 80 ans. On ne se fait pas descendre de sang-froid comme ça. Non, je dis, c'est des mômes dans leur tête, J'arrive pas. candeur, je sais, je comprends, mais c'était. D'ailleurs, c'est. Moi, j'ai été frappée par leur âge, voilà. Moi, je veux dire, j'imagine Wolinski, 80 ans, voilà, se faire buter de sang-froid et ça me. Tu sais, il venait souvent manger à la maison. Et Cabu faisait toujours le même reproche. Il disait, je comprends pas que les repas, ça commence pas par le dessert, parce qu'il adorait les sucreries. C'était que des choses comme ça avec eux, et c'est pas négatif de dire que c'était des enfants, parce qu'ils adoraient les enfants, fallait les voir s'appliquer ou aller dans les écoles difficiles ou dans les quartiers difficiles pour apprendre à faire des dessins. C'était pas des donneurs de leçons. Non, jamais. Jamais. Non, c'était des vrais. Moi, j'ai une impression horrible au milieu de toutes les autres. Je me suis dit, est-ce que ce 7 janvier 2015, c'est la fin de l'insouciance? Parce que jusque-là, et je voudrais savoir, toi qui les as côtoyés dans ces années-là, est-ce que Charb, qui était menacé depuis de nombreuses années, qui était protégé, il prenait pas ça au sérieux? Ah, si. Il aurait imaginé ça. Il avait peur. Il aurait imaginé On en ça. avait parlé lundi soir. Lundi soir, parce que j'étais parti après le mouvement des urgentistes, j'étais un peu naze, donc je suis parti un petit peu me reposer et je ne l'avais pas vu. Et il avait l'habitude de dire Pelou, c'est ma femme, parce qu'on s'appelait 3 fois par jour. Donc je suis rentré, on a dîné ensemble lundi soir avec Luz et on en avait parlé. Et il avait dit, oh mais il faut que j'arrête les gardes, j'ai envie de reprendre le métro, ça craint moins, etc. Et plus on l'écoutait parler, plus en fait il avait des informations disant que les milieux terroristes n'avaient qu'une seule cible, c'est-à-dire il faut qu'on bute les gens de Charlie Hebdo. On sait que grâce au courage de Coco, ils ont gagné un petit peu de temps parce que quand les terroristes, les 2 assassins l'ont attrapée, elle est montée d'abord au 3e étage, donc ils ont gagné un petit peu de temps. Et après, ils cherchaient Charb. Il le cherchait lui. Et après, ils ont tiré sur tout le monde, mais Ils avaient les noms? ils connaissaient
il connaissait, mais ça, en fait, maintenant, ça ne veut rien dire, parce que vous regardez sur Internet, vous savez tout sur tout le monde. Vous regardez partout, vous saviez que la conférence de rédaction de Charlie, c'était à 10h le mercredi. C'est pas aussi... La preuve, il s'était gouré d'entrée d'immeuble dans un premier temps. Vous dites... Pardon. Non, pardon. Je voudrais pas avoir l'air d'être... Enfin, je sais pas, on dit souvent ça de quelqu'un qui est parti, oh, il aurait tellement aimé ceci. Mais je pense que c'est notre devoir et c'est leur rendre honneur que de continuer le journal, de continuer à rire et de faire des dessins qui restent violents. Ah, mais oui. Parce que, je veux dire, on serait extrêmement décevant pour eux de faire des dessins mous, je veux dire, voilà, de dessiner avec nos larmes. On doit dessiner avec notre rage et avec tout ce qu'ils nous ont appris à faire, parce qu'ils ont été toujours les premiers. C'est Charlie Hebdo qui a fait les premiers dessins magistraux sur le 11 septembre américain, et Wolinski qui a quand même dessiné un type à sa fenêtre qui habitait derrière le tour du 11 septembre, qui dit « Ah, enfin, maintenant, j'ai la vue ». Je veux dire, c'est quand même un dessin génialissime. Mais non, c'est pas. Mais bien sûr. C'est une publicité pour le bâtiment. Voilà. Mais voilà, c'était pas. On a souvent dit, mais ces types n'ont pas de cœur, ils dessinent des dessins horribles sur des sujets terrifiants. Mais non, ils avaient plus de cœur que quiconque. En tout cas, sûrement plus de cœur que ceux qui les ont tués. Oh bah oui. Ça, et il n'y a aucun doute là-dessus. Émeric Caron. Moi, Patrick, tu sais notre communauté d'esprit. Tu sais qu'on travaille dans le même sens, donc tu sais que la peine qui est la mienne aujourd'hui est à la mesure de la tienne. Je voulais savoir comment toi, tu te sens. Parce que tu as beaucoup témoigné ces dernières heures sur ce qui s'était passé. J'ai témoigné parce que je connais les autres, que j'aime autant, qui n'avaient pas le courage d'y aller. Et Charles me disait toujours qu'il fallait s'exprimer, il ne fallait pas laisser les autres, et je ne voulais pas que se disent d'autres choses d'eux, ou des choses maladroites ou pas véritables. Donc je me suis dit, il faut y aller. Tu sais, je ne sais pas si je fais bien, mais je fais ce que je peux, parce que je vous assure que c'était des êtres d'une humanité incroyable. Incroyable. Et c'est normal que tu parles pas de toi. Parce non, mais moi, ça n'a pas d'importance. Oui, non, mais si. Et moi, je peux te le dire, ça a de l'importance. Toi, tu peux pas le dire, mais parce qu'on a tous envie de leur rendre hommage à ceux qui sont plus là. Mais toi qui as... Qu'est-ce que tu te dis? Toi qui es arrivé là quelques minutes après, qui aurait pu être là, au milieu de tout ça. Je voudrais savoir comment toi tu vis, surtout par rapport à cette histoire aussi des menaces et de ce qu'elles ont entraîné de dramatique. Écoute, j'ai laissé une partie de moi-même là-bas, en fait. Parce que ça fait 25 ans que je fais de la médecine d'urgence. Je crois que j'ai vu à peu près tout ce qu'on peut voir d'horrible. J'ai fait des beaux trucs. J'ai fait des choses diverses et variées pour sauver ou rendre service. Quand je suis arrivé là, je me suis senti inutile. Et pourtant, tu sais, au même moment, j'étais en train de réfléchir avec les représentants des pompiers pour améliorer la qualité des soins. C'est pour ça que je n'étais pas autour de la table. J'ai le principe de la réalité, parce qu'on est conditionné comme ça un petit peu dans mon job de la médecine d'urgence. Le principe de la réalité, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Je n'y étais pas. Et tout le monde me dit, mais si tu y avais été, oui, je ne serais pas là ce soir, j'aurais été tué, bien sûr. Mais c'est tellement... Nous avons un pays qui est tellement une belle chose par ses richesses culturelles, par ses journalistes, par l'impertinence, par le rire, par la culture, que c'est un truc qui ne peut pas s'arrêter. Il ne faut pas freiner les élans culturels. Il ne faut pas arrêter
la création. Et ce ne sont pas des gens qui interprètent d'une manière lamentable le Coran ou l'islam, qui en ont fait une chose comme exutoire de pathologies qui sont au-delà de la psychiatrie. Il faut que la démocratie trouve une arme pour se défendre de ça, qu'elle n'a peut-être pas encore trouvé, ou il faut trouver quelque chose. Mais c'est une... Moi, ça compte pas. Si, ça compte. Ça Moi, compte. ça compte pas parce que Mais- tu sais, quand j'ai vu ça, putain, j'ai vieilli, en fait. Tu vas continuer, toi, dans Charlie? Ah ouais, je continue dans Charlie parce que sans moi, ils sont trop cons. Un mot sur la manifestation de demain dimanche. Depuis mercredi, un peu partout en France, on a vu déjà des rassemblements, des manifestations de solidarité. Je suis Charlie, un peu partout dans le monde même, mais évidemment plus particulièrement chez nous en France. Il y a une autre manifestation demain. L'ensemble des partis politiques vont s'unir pour défiler en mémoire de Charlie Hebdo, en mémoire de la liberté et pour défendre la liberté d'expression. Ça, c'est important, c'est nécessaire. Et c'est important de montrer les dessins. C'est important, tu vois, ils sortaient tous, là, je vois le Wolinski, mes années 70. Regardez montré tout à l'heure. l'impertinence de Georges Wolinski dans ce merveilleux ouvrage sur la sexualité. Je vous recommande aussi un ouvrage qu'il avait fait précédemment qui est énorme, qui est mieux que n'importe quel traité sur la sexualité. Et en plus, c'est pratique. Et regardez toute la création qu'il y a eu, tous les ouvrages qu'ils ont faits, toutes les unes. Bien sûr, tout le monde n'aimait pas Charlie, oui. Et ça a contesté. Et ceux qui aimaient le pape machin, ils ne nous aimaient pas, etc. Ça n'a pas d'importance, en fait, parce que ça existe, parce que ça fait de la création, parce que ça fait parler, parce que ça vous entraîne une tempête entre les oreilles que vous n'obtenez pas forcément avec autre chose. La pertinence de Wolinski, Sardou qui pleurait Jacques Brel, quand je pense au pognon qu'il aurait encore pu se faire. Ça, c'est l'humour de Charlie Hebdo. Philippe Besson et puis Léa. Je voudrais juste poser une question qui peut être absurde et qui s'adresse à Philippe et aux deux Patrick. C'est la question du courage, au fond. C'est-à-dire que moi, je me disais bêtement, parce que je n'ai pas réfléchi à la question, que faire des dessins, faire rire le monde, c'est un truc de sale gosse, c'est un truc de potache, c'est voilà, c'est de la légèreté, c'est de l'insouciance, c'est de l'irrévérence, c'est de l'esprit gaulois, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. Et puis moi, j'ai découvert mercredi matin, comme un con, qu'on pouvait mourir quand on fait ça. Et donc, est-ce que maintenant, vous avez appris ça, qu'il faut du courage pour le faire, ou est-ce que vous le saviez avant? Ce que moi, j'ai découvert mercredi matin, c'est-à-dire que quand vous faites votre métier, il y a des mecs qui peuvent décider de vous dézinguer. Je le savais, mais par personne interposée. J'ai, depuis de très nombreuses années, toujours rendu hommage aux caricaturistes et dessinateurs vivant et publiant dans des pays totalitaires ou des pays à régime religieux. Il y a des gens qui payent de leur liberté physique des dessins qu'ils ont publiés contre Mohamed VI ou contre tel pouvoir. C'est eux qui sont courageux. Nous étions dans une sorte de confort intellectuel, dans une démocratie, évidemment. Et les choses ont changé le 7 janvier 2015. On sait maintenant qu'on peut mourir pour un dessin, qu'on peut mourir pour une vanne. Et ça, c'est Ça veut dire effectivement que un du monde coup, il y a de qui la peur, s'effondre. du coup, ou pas? C'est Comment? trop tôt, Là, c'est trop tôt pour le dire. Il y a le chagrin qui nous broie. D'abord, on ne pense pas à nous, mais enfin, toi, tu as été tellement plus... Je veux dire, Non, trop proche, tu c'est aurais pas- pu être là. c'est Mais pas- c'est ouais. dans l'avenir, je suis sûr que nous avons tous une seule idée, c'est de continuer à faire comme nous avons toujours fait, c'est-à-dire continuer à ouvrir notre gueule. Non, mais tu sais, c'est pas parce que j'étais là-bas que je suis plus et que je pourrais avoir plus de chagrin qu'un autre. Il y a les familles, il y a aussi les familles des policiers, du technicien qui. Mais il y a l'impertinence. L'impertinence, c'est pas de l'irrespect. C'est quelque chose qui permet quelque part. Alors, sur la notion du courage,
on nous rabâche les oreilles qu'on aurait un pays qui n'aurait plus de courage, etc. Si, il y en a. On en a toujours eu d'ailleurs. Allez visiter les musées à travers le monde et vous voyez toute la culture que notre pays, et même l'impertinence, et quand vous regardez des affiches ou de ce que faisait Toulouse-Lautrec ou autre, l'impertinence de l'époque, c'est français et c'est très envié. On avait reçu à Charlie des dessinateurs, des caricaturistes tunisiens, algériens, marocains. Et certains nous avaient dit, bon, on saura vraiment si on a fait le printemps arabe quand on aura Charlie Hebdo ou le Canard enchaîné. Ouais. C'est une valeur. C'est une valeur. Et on a ce courage. Faut le faire. Pardonnez-moi pour rebondir sur la question de Philippe Besson. Vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas si on a perdu notre insouciance. Et c'est vrai que là, vous êtes dans le chagrin. Il y a une unité nationale, il y a un mouvement national immense, et vous le disiez, mondial. Mais dans 3 semaines, dans 3 mois, quand vous serez face à votre feuille blanche et qu'il va falloir dessiner, alors, comment est-ce que ça va être possible C'est difficile parce que, bon, d'abord, il reste encore de sacrés dessinateurs à Charlie, donc ça, c'est bien. Comment est-ce que ça va être possible de on pas avait avoir déjà peur connu ça. et de continuer à se Ouais. moquer des religions, de toutes les religions, On avait dans 3 mois. Voilà, on avait connu ces hauts et ces bas, notamment après le célèbre « C'est dur d'être aimé par des cons » de Cabu. Ça avait fait un pic, off. Pardon, juste une parenthèse. Ce dessin absolument génial, Oui. c'est dur d'être aimé par des cons représentant Allah ou Mahomet. En venant ici, j'étais dans un taxi, dans le chauffeur. J'ai parlé évidemment de tout ça avec le chauffeur. Il m'a dit, je suis musulman, je suis croyant. Il m'a parlé de ce dessin, il m'a dit, ce dessin m'a fait rire. Mais bien sûr qu'il Parce qu'il est tellement vrai. Mais bien Il dit, sûr. C'est terrible que des... Mais il n'y a que les imbéciles qui Mais bien rigolent sûr. pas. Les gens intelligents se marrent. Regarde Donc ce beau l'humour public. n'est pas incompatible avec la religion. Mais la peur. Bien sûr. Mais avec l'intégrisme, oui, pardon, Ouais. je t'ai interrompu. Non, mais non, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a une vague comme ça, puis qu'après les gens, ils oublient, parce que le monde va très vite. Ça va être à nous, au journal, mais je sais qu'ils en ont la force, je sais qu'ils en ont l'envie. Il va falloir qu'on travaille autrement. Bon, il va falloir encore déménager. On est le journal qui déménage le plus. On va louer des camions dans une entreprise de déménagement, ce sera plus simple. Et il faut continuer et créer et inventer de nouvelles choses. Et puis, écoute, il y a forcément un Cabu qui se balade quelque part dans des écoles de dessin. Il y a forcément un Charb, un Honoré, un Wolinski, un Tinius qui se promène. Est-ce que tu attends que quelque chose change soit dans l'opinion en général ou alors dans certaines instances vis-à-vis de Charlie Hebdo? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde aime Charlie, Oui. mais ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Charlie a été très, très critiqué Oui, très, par très. beaucoup de gens, par tout le monde Oui, quasiment. tout le monde, bien sûr. Et cette liberté d'expression pour laquelle tout le monde manifeste aujourd'hui, c'est vrai qu'on vous l'a parfois reproché en disant Oui. vous alliez beaucoup trop loin. Oui. Est-ce que tu attends que quelque chose... procès, On a eu des procès, ici même pour diffuser des dessins de Charlie. ici même. Est-ce que tu attends Faut que quand même le rappeler. que quelque chose change justement dans la manière qu'on a eu de parler de Charlie Hebdo et de la liberté d'expression de Charlie? Mais il y avait quelque chose souvent de très réducteur, ce qui énervait beaucoup Charb et beaucoup la rédaction. Parce que même sur la lecture de dessins et tout, il y avait souvent des choses réducteurs ou qui étaient prises, parce que les gens n'apprennent pas à lire un dessin. C'est pas que c'est compliqué, mais il faut regarder des fois les tiroirs et ce qui se passe derrière. Bon. Donc c'était un petit peu réducteur, ça c'est sûr. Non, ce que je crois beaucoup, si les politiques voulaient vraiment prendre au-delà du problème de Charlie Hebdo, le problème de la presse, c'est vraiment d'avoir une meilleure distribution des journaux. Quand on ferme 1500, 5000 kiosquiers, quand les kiosquiers ne sont pas payés suffisamment, que la manutention, que des vieilles règles datent des années 50, eh bien évidemment, il y a de moins en moins de kiosquiers. Il y a moins de kiosquiers, on achète moins le journal. Donc le journal est de moins en moins distribué. Donc du coup, on commence à être déficitaire, etc. Je pense qu'il y a ça vraiment à repenser. On a souffert de ça, Charlie. Beaucoup.
la classe politique devrait rénover cet outil de distribution pour offrir une plus grande modernité sur la possibilité de distribuer. C'est là où on gagnerait des points. Tu vas acheter Charlie, tu vas dans un pub, tu peux acheter Charlie et tu peux te marrer, ou Ciné Mensuel, ou Le Canard, parce que tu es dans un lieu où tu as envie de rire. C'est ça peut-être. Je les montre d'ailleurs, les deux journaux satiriques qui existent encore en France, sans oublier Le Canard enchaîné, évidemment, Charlie Hebdo. Et évidemment, samedi prochain, on vous montrera celui qui paraîtra mercredi prochain et qu'il faudra acheter mercredi. Et on continuera, comme chaque semaine ici, la revue de presse des dessinateurs. Et puis, Ciné Mensuel aussi, qui titrait cette semaine sur François Hollande. Putain, encore 2 ans François Hollande qui s'est rendu sur les lieux très rapidement. Il est venu... Moi, je l'ai trouvé... J'ai trouvé que c'était vraiment la France qui arrivait. Il est arrivé tout de suite. Il est revenu le soir voir les victimes. Il a appelé toutes les familles. Il s'est inquiété de comment ça allait. Et surtout, voilà, il a construit ce qui est important, peut-être transitoire, mais c'est l'unité du pays par rapport à ça. Et ce n'est pas une récupération politique, parce que c'est au-delà de ça. Mais comment vous allez éviter les récupérations politiques dans les jours, dans les semaines qui arrivent? Est-ce que vous avez peur de ça plus tard? Évidemment, plus tard, forcément, parce que c'est leur job de récupérer ou de trouver une faille. Mais youpi, parce que ça prouve qu'on est un pays démocratique et que les idées ne sont pas figées. Et tant mieux. Mais quand on a le pays qui est sidéré par 2 assassins, se dire que d'un coup, tu as une unité et que tu ne te sens plus tout seul et que chacune et chacun, là, se sent uni avec l'autre, c'est très bien. Et j'espère qu'on va faire un bel hommage à l'ensemble des victimes au moment de les mettre en terre. C'est ça qui compte. C'est ça. 12 morts, 66 millions de blessés. Voilà une belle formule aussi qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qu'on a souvent critiqués, où on lit encore parfois, hélas, de nombreuses conneries, mais qui là, pour le coup, ont majoritairement ont fait du bien au cœur. Oui. Un dernier mot, Philippe Gueluc. Non, j'avais fait un dessin qui est un petit peu une réponse du chat. Je vous le lis. J'aimerais faire une proposition. On devrait mettre d'accord les ultra-religieux et les mécréants. Les intégristes foutent la paix aux autres pendant la vie sur Terre. Et en échange, les athées s'engagent à ne pas contester la loi de Dieu pendant toute la durée de l'au-delà. Et comme ça, tout le monde est content. Ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Gueluc. Merci beaucoup Patrick. Et bon courage pour le prochain Charlie. Et on sera là pour continuer à soutenir le travail des dessinateurs de la presse satirique. Oui, avec plaisir. Avant que Patrick Timsit nous rejoigne dans ce fauteuil, peut-être on peut commencer maintenant, ça va permettre une transition plus facile, par la revue de presse des unes qui vous sont consacrées aux uns et aux autres pour votre actualité culturelle. Par exemple, si on peut commencer par Philippe Besson et la une de Libération pour Philippe. Un dîne presque parfait, ça vous va comme, bien, oui. Comme une. Ils n'ont pas encore fait de papier, Libé, mais ça va Non, venir. oui, mais il est bien celui-là. Le Canard enchaîné, Besson raconte James Dean, la plume dans le culte. Ça vous va, ça? C'est Florian Gazan qui prépare ces unes pour nous. VSD, James Dean, 24 ans, chrono. Pas mal non plus. Et alors, on a trouvé une photo de vous amusante qui sert pour la une de Rustica. Philippe Besson a un moyen efficace de ne pas payer le coiffeur. Il attend la tondeuse. C'est chez Julliard, Vivre vite, son livre consacré à James Dean. Vous aussi, vous y avez le droit, Mélanie Thierry et Stanley Weber. On a imaginé la une de Libération. Mélanie Thierry, 33 ans, l'âge de Christie, puisque c'est le rôle que vous jouez au théâtre de l'Atelier. On a trouvé une photo curieuse qui nous a permis de faire une fausse une pour Muscle et Fitness. Mélanie Thierry au cinéma entre 2 prises pour m'occuper, je fais des abdos fessiers. La une de Oups pour Stanley Weber. Je suis le Jean-François Derek hindou. C'est vrai que... Elle vient d'où cette photo?
Je sais plus, du Figaro Magazine, je crois. C'est Figaro Magazine qui Ouais, vous avait absolument. photographié ainsi. Télé 7 jours, Stanley Weber, sa styliste, lui a confectionné une tenue pour résister aux assauts de Léa Salamé et Émeric Caron. C'est moi qui en aurais besoin. Et puis Patrick Timsit, vos une avant de passer dans le Est-ce fauteuil. nécessaire? Quasimodo pour Libération. Le Figaro, Timsit, Hollande, ras-le-bol des petits gros qui font rire. Ici Paris, seul, ruiné, méconnaissable. Patrick Timsit, sa descente aux enfers. C'est quoi cette photo? Halloween. Halloween? Halloween, ouais, l'avantage de tout d'un coup, être un peu à l'étranger, on se lâche. Et avec un Téléstar, petit- regardez cette une qu'a préparée Gazan pour vous, pour Téléstar. Patrick Timsit, on peut rire des indigènes, de toute façon, ils comprennent rien. Et je me gêne pas. À vous, dans le fauteuil, Timsit. Pour le spectacle, on ne peut pas rire de tout à partir du 20 janvier au théâtre du Rond-Point, accueilli par Jean-Michel Ribes. Ça vous fait quelque chose d'ailleurs d'aller dans un théâtre public alors, Patrick? Ouais, ça fait quelque chose. D'abord parce que c'est un petit peu chic. Et puis parce qu'on est programmé. Donc il y a quand même un côté où on est choisi. Moi, quand Jean-Michel Ribes m'a proposé, d'abord il a été très, très doux parce que très, très correct. Il m'a amené sur la scène de... Il m'a dit, est-ce que tu connais cette scène? Je lui dis, je connais la salle, évidemment, t'imagines. Il me dit, viens voir. Il m'a amené sur scène. Il m'a dit, tu te sentirais pas bien ici? Franchement, c'est une scène agréable. Je dis, non, mais il se moque ou quoi? Évidemment, c'est extraordinaire. Ça représente énormément. Donc, on est choisi. Ouais. Et c'est vrai que Et vous avez c'est joué un important. peu. Je me souviens que vous avez été agent immobilier. Vous avez joué à l'agent immobilier au théâtre du Rond-Point. Ça, c'est ce que je prépare pour le rond-point. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'aimerais, moi, arriver au rond-point. Et comme c'est un endroit chic, il faut être irrévérent. Et comme il appelle ça, le rire de résistance, déjà préparer ce côté en disant, putain, le rire de résistance, j'ai tout sauf envie d'être dans le rire de résistance. Quand on voit que Guy Moquet meurt à 17 ans et que Papon meurt à 90, il n'y a pas photo, quoi. Il faut être dans le rire de collaboration, quoi. Mais Voilà, donc je me prépare à... peut-être pas jusqu'au rire nazi. Est-ce que l'humour nazi peut passer? Aujourd'hui, oui. Oui. Je me rends compte que finalement, les nazis, c'est quand même des gens très très vieux. Hein. C'est quand même des gens, finalement, il faut aller les joindre. Je me dis que peut-être, et puis quand tout le monde m'aura détesté, il n'y aura plus qu'eux pour me récupérer. Donc je me dis pourquoi pas. Finalement, je commencerai par un petit à Hitler à tous, hein, comme ça. Et puis après, je les verrai, je leur raconterai une histoire nazie. Et l'antisémitisme. Même les blagues de Toto sont des blagues antisémites? Oui, alors c'est ce que je dis, c'est parce que effectivement, j'évoque dans le spectacle que j'ai vu Alain Finkielkraut, et que j'en ai parlé, enfin hurlé avec Alain Finkielkraut, et que il me disait que même l'antisémitisme se cache derrière le rire, et donc même derrière une histoire de Toto. Une blague de Toto. Pourquoi cet acharnement sur Toto depuis des décennies, cette dictature du rire aux dépens d'un seul Toto, parce que Toto est juif? Toto, Tobias Torchman. Voilà. Une fois de plus. De l'autre côté. Tout ça vous a fait beaucoup rire, Léa Salamé et Émeric Caron. Léa d'abord. Oui, merci d'avoir osé. C'est vrai qu'on est habitué à voir les humoristes qui répètent un peu leurs problèmes, qui font des blagues sur leur téléphone portable, leur bobo à la tête, leur bobo au cœur, leur bobo à la bite. Et il n'y a rien de tout ça chez vous. Vous allez... Bobo à quoi, vous avez dit? À la quoi Non, mais je veux dire, c'est... Elle a dit vite en plus, du genre, je le dis, mais je le dis pas. Un peu faucheton. Voilà, j'ose, mais je vais pas à fond. Oui, Donc je vais faire c'est très vite. Patrick, Ceux qui entendent, Les ceux qui bobos comprennent. à la bite. C'est quoi des bobos à la bite? J'ai voulu le... À la biteux. C'est pour ça qu'on l'a pas bien compris, à la biteux. Non, mais voilà, leur petit nombril. Et vous faites leur, infirmière de temps en temps? Non. Et vous allez très très loin sur ce thème archi-éculé pourtant depuis des proches. Est-ce qu'on peut rire de tout? Je me suis demandé si vous tiendrez 1h30 de spectacle sur cette question-là, parce qu'en fait, vous faites les thèmes les uns après les autres.
Oui, la réponse est oui. Il faut aller vous voir parce que vous tenez cette 1h30 de spectacle. Je pense que vous devez être le seul à pouvoir aller aussi loin. Je me demandais, parce que je vous écoutais, et c'est vrai, vraiment, vous allez très très loin. Sur les nazis, je disais sur les juifs, qu'est-ce qu'elle prend cher, votre communauté. Sur les Roms aussi. Sur les femmes, c'est mon seul bémol. Je vous ai trouvé moins bon sur les femmes. Parce que je l'ai fait beaucoup. Ouais, et du coup, plus facile. Voilà, Ben vous ouais. êtes je vous trouve meilleur sur les moins communautés. inspiré. Peut-être aussi un peu parce que vous êtes une femme. Non, parce que moi, j'adore les blagues sur... Mais non, j'aurais aimé, mais... Non, moi, Ça, j'adore c'était les... pas drôle. Je dis ça, tiens. Non, j'adore les blagues ultra Sur les misogynes. PD, pas drôle du tout, je voulais vous dire. C'est la seule mauvaise critique que j'ai eue quand même. C'est pas vrai. On me dit, mais et les PD, non alors Ah oui. non, bah alors nous, on exclut quoi. Alors, je dis, oui, je vais trouver. Je vous remercie. Et là, j'ai l'axe. Je veux venir, hein. J'ai l'axe. J'ai l'axe. Et L'axe. je me dis que vous pouvez y arriver uniquement grâce à votre bonhomie, en fait. Je me dis que quiconque à votre place, ça passerait pas. Sur Hitler, sur... Mais comme vous êtes... pardon, je vais pas dire petit gros, et, parce que vous êtes... Vous Là, il y a le- tapez dans le mille. Vous tapez dans le Non, mille. j'allais dire l'humanité dans vos yeux, cette espèce de tendresse que vous avez. Oh. Ben oui. Non, mais qu'on a vu Votre dans... côté nounours. Mais non, mais qu'on a vu dans... Mais non, qu'on a vu dans la crise de Colline Serrault, enfin, toute cette... Quand vous êtes... femme. Oui, une femme. Femme Et qui que donc, du assume. coup, vous pouvez dire toutes ces choses absolument dégueulasses. Alors maintenant, les questions. Est-ce qu'un autre humoriste qui n'est pas juif peut aller aussi loin sur les juifs, aujourd'hui? Alors, c'est ce que j'aimerais montrer, mais je ne pourrais pas c'est ne foutu. plus devenir juif pour le prouver. Je pense qu'effectivement... Ah, parce que vous êtes vraiment juif. Oui, mais je veux pas que ça se sache. Ah bon. On en parle ici, mais vous les bruitez pas, ok c'est compliqué en ce moment. Juif et humoriste, c'est double peine. Hein, là, je suis comme ça, moi. Le 7 janvier, j'ai appris que j'allais mourir, moi, mais tout court, quoi. Pour moi, je pense même pas à la mort, tout court, quoi. C'est ça qui m'a le plus frappé. Est-ce que c'est pas ça le problème en France aujourd'hui, c'est que on tolère ça uniquement parce que vous êtes juif. Alors, on peut se voilà. moquer des musulmans parce qu'on est musulman. Et c'est ça le grand problème. Alors là, je vous rejoins. J'adore cette question. Parce qu'effectivement, c'est la question que je me pose. Je me suis même dit, est-ce que de parler comme ça des Ashkénazes, des Juifs et tout, est-ce que finalement, je ne ferais pas un spectacle communautaire? Et je me dis non. Enfin, j'y ai répondu, c'est ma réponse. Je me dis non parce que, en fait, moi, c'est social. Si vous parlez beaucoup des Juifs en ce moment, je vais en parler beaucoup parce qu'on en parle beaucoup. Vous voyez, même ce qui vous était arrivé, c'était dommage que je ne sois pas sur le plateau, vraiment. Parce que je trouve que quand ça vous est arrivé, Émeric Caron, j'aurais aimé être là pour faire un petit décalage. C'est-à-dire de dire, putain, quelle bonne occasion ça aurait été. Et justement de récupérer ça. Au lieu de dire Émeric Caron est antisémite, je dis, moi, Émeric Caron, on ne peut pas le soupçonner d'antisémitisme. C'est pas de l'humour, c'est pas du deuxième degré, je le pense. Je dis, donc, imaginez, Émeric Caron, vous qui n'êtes pas antisémite, comment vous avez pu passer de Youssouf Fofana à Haute-Salle, l'amalgame, comme ça. Et je dis, c'est d'autant plus fort que vous n'êtes pas antisémite. Donc, ce que je veux dire, vous voyez, c'est vraiment, j'ai toujours ce décalage en tête. Je n'avais pas prévu de le dire, mais je vous le dis parce que c'est l'occasion et qu'on en parle. Je me dis, putain, c'est dommage de pouvoir dire, évidemment, j'ai l'impression que ce que je dis, c'est de l'humour juif, mais que ce n'est pas pratiqué que par les juifs. C'est pas un juif qui peut que se moquer des juifs. J'aimerais le prouver. Aujourd'hui, si. Alors, Aujourd'hui, Juste, si je peux me permettre, juste une remarque. oui, C'est une affaire, comme vous dites, qui me concerne de qui très doit près, vous blesser en plus. qui m'a énormément blessé, bien évidemment. Et je vous remercie d'exprimer ce point de vue. Juste Ah ouais. pour préciser, on n'est pas passé, je tiens à le dire, pour cette fameuse séquence qui a été coupée, sur laquelle beaucoup ont fantasmé et beaucoup ont raconté n'importe quoi, surtout. C'est ça on qui a parle été très, d'Alexandre très- Arcadie pour ceux qui, Ouais. regardent, pour ceux Ouais, qui, c'est ont- dommage. qui n'ont pas C'est suivi. idiot. C'est On était- racoleur, c'est dommage. C'était pour répondre que c'est pas juif, c'est... Enfin, bon, Justement pour dire, parce que de la manière dont vous l'avez présenté, et je sais que les réseaux sociaux risquent de bruisser une fois de plus beaucoup sur cette affaire, Ah ouais. on n'est pas passé de Youssouf Fofana à Ah ouais. Tsahal. Non, mais c'est très important aussi à préciser. Bien sûr, vous Ça a avez été l'un raison des de- mensonges qui ont été proférés suite à cet échange. C'était beaucoup plus subtil que ça. Il y a eu une conversation assez longue. Et à un moment, en effet, entre Youssouf Fofana,
puis ensuite la discussion sur la montée de l'antisémitisme, puis l'affaire Mera, puis les explications de la montée de l'antisémitisme, où doit-on aller les chercher, etc. On parle à un moment du conflit israélo-palestinien, et c'est à cet instant, en effet, qu'on va avoir cet échange sur Tzahal. Non, mais je tiens à le préciser aussi, mais vous avez parce raison. que là, J'ai voulu faire vite, je non, connais mais pas en plus. je suis néanmoins obligé d'apporter cette précision parce mais que vous avez sinon, raison. une fois de Très plus, précis. on va encore dire n'importe quoi. Et peut-être en effet que parce que c'était moi. Alors c'est Des- mon décalage, justement. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. On saute là-dessus en disant, tiens, il n'est pas juif, boum, donc qui ne l'est pas allé, et paf. Moi, ce que je veux dire, simplement, c'est que j'ai l'impression, c'est pas... faut être humble, hein, faut pas la ramener trop là-dessus. J'ai l'impression que c'est ça l'humour juif. C'est-à-dire que tout d'un coup, je dénonce en me moquant des juifs. Vous avez vu ce que vous avez dit? Vous me dites, est-ce qu'il n'y a pas qu'un juif qui pourrait dire ça? Qu'est-ce qu'ils prennent la communauté? J'ai pas l'impression de leur mettre le compte, quoi. J'ai pas l'impression de... Pas plus qu'au... pourquoi je les épargnerais si tout d'un coup je me permets de dire salam alaikum ou les Africains? Les Africains, par exemple. Je dis, est-ce qu'on peut rire des Africains? Moi, je peux pas, je sais pas faire l'accent africain. Remarquez, eux non plus. Bon, alors je dis, bah ouais, personne parle comme ça. Non, attendez, Mais- ça c'est un sujet qui m'intéresse, parce que Ouais. je vous ai trouvé très bon dans la défense de Nicolas Canteloup, quand Nicolas Canteloup s'était amusé à caricaturer Jean-Vincent Placé, parce qu'il il ne sait pas imiter Jean-Vincent Placé, et donc il avait pris un accent chinois pour évoquer Jean-Vincent Placé. Et c'est vrai que, bon, bah... Moi, j'étais assez sensible, en fait, aux arguments de Jean-Vincent Placé. Je me dis, oui, peut-être il a raison, peut-être que Canteloup, ce jour-là, est allé un peu trop loin. Et alors là, je vous ai lu et invité sur Europe 1, d'ailleurs dans le grand direct des médias, vous avez pris la défense de Canteloup et vous dites, ben non, le raciste, c'est Jean-Vincent Placé. Alors, c'est pas parce qu'il est raciste, mais sa réaction est raciste. C'est pas pour prendre la défense d'un comique. Il n'y a pas de comité. Nous, les comiques, faut pas nous toucher, je m'en fous. Au contraire, je peux y aller avec vous, même. Au contraire, ça fait... Mais quand tout d'un coup, ce qui a heurté, on me montre cette séquence, et Jean-François Placé n'est pas heurté... Jean-Vincent Placé. Oh là là, lui qui est susceptible, ça. Là, je suis comme ça. Oh merde, oh merde. Bon, le chinois. Oh, merde. Pardon. Oh. Le jaune non plus, le diacoué non plus. Attendez, je vais retrouver tout seul. Ne dépendez pas. Bon, donc Jean. Le sénateur. Là, le sénateur. Voilà. Jean-Vincent. Le jeune sénateur. Ouais, ce qui m'a fait rire, forcément. On a ce décalage, vous savez. Vraiment, je ne veux pas revenir à chaque fois là-dessus, je fais beaucoup de parenthèses. Mais bon, on va finir Jean-Vincent Placé. Jean-Vincent Placé, il est heurté, non pas qu'on imite les Chinois comme ça, c'est quand même dégueulasse. Ah là, dis donc, là, numéro 12, numéro 13, je ne sais pas faire, hein, ça c'est quoi? L'accent, c'est pour ça que j'ai choisi à côté. Moi, si je savais faire des sketchs sur les trombones ou Ikea, je le ferais, hein, je vous jure. J'ai pas envie de risquer ma vie, moi. Hein, je veux pas, moi, c'est pas du courage, hein, je sais pas faire autre chose. Hein, mais donc, vraiment, il était heurté d'être comparé à ce Chinois en disant je suis normand. Donc c'est super raciste. Ça ne heurte pas qu'on imite comme ça les Chinois, c'est qu'il dit mes parents vont être touchés, ils sont normands. Vous voyez, et là j'ai dit c'est raciste. Vous voyez, c'est comme si tout d'un coup je disais, le mec il dit ah ouais le juif, je suis pas juif moi. Mais c'est pas un juif, ça tu vois, c'est pas comme ça qu'on imite un juif, vous voyez. Et donc, ça m'avait heurté, voilà. Mais Donc, c'est un très bon argument. Léa, pardon parce que je vous ai interrompu. Et donc, là, oui, alors et voilà, l'autre. le côté juif qui parle des juifs, et lui, il peut. Le deux poids, deux mesures, c'est ma lutte, justement. Je pense que l'humour, tant qu'il n'y a pas d'appel à la haine, tant que je ne suis pas en train de dire que les chambres à gaz n'ont jamais existé, que la Shoah, je la remets en question. En même temps, il n'y a pas eu que la Shoah. Il y a eu d'autres génocides. J'essaye d'avoir du recul, j'essaye d'avoir là-dessus. Donc je me dis... Donc votre limite, c'est l'incitation à la haine, c'est ça? Ah ouais. Moi, ma Donc vous limite, pouvez être féroce, méchant, Oui. raciste, drôle, mais pas d'incitation à la haine, c'est ça? alors, raciste jamais, je dirais. Raciste drôle, non. Mais c'est pas grave. Ça... Non, mais je m'en Attention, défends le pas. racisme n'est pas... Qu'il ait des personnages racistes, ce n'est pas que lui est raciste. Non, c'est mais complètement de différent. racialiser Il va mettre votre en scène- humour. Il va mettre en scène le racisme, Vous c'est passez... différent. Ah bah moi j'aime interpréter le méchant. Si vous voulez, voilà, pour Oui, qu'on mais soit ça, clair. c'est pour ça que Moi vous j'avais nous faites un rire. sketch par exemple où je disais sur les machos, mais il est évident que je vais interpréter le macho. Je vais dire, ah, ma femme elle fait tout le temps la gueule.
je rentre à 6h du matin, elle fait la gueule, elle me dit j'ai pas dormi de la nuit. Moi non plus, j'ai pas dormi de la nuit. Et je fais le macho, mais je dénonce le macho. Dieudonné, vous n'y allez pas dans le spectacle. Il y a juste une petite référence sur la quenelle Oui. et vous n'y allez pas. Ouais, non, j'y vais pas parce que c'était un parti pris. C'était vraiment de se dire, on ne peut pas rire de tout. Plus Dieudonné, ça fait beaucoup. C'est-à-dire que on ne fait pas un spectacle sur Dieudonné, quoi. Ça y est, c'est réglé. Moi, j'ai eu beaucoup de. J'aimais bien, d'ailleurs, j'aimais bien quand c'était la battle. Moi, avec Dieudonné, j'adorais quand on se parlait comme ça. Il m'en a fait une dernière belle. Moi, j'aurais bien répondu comme ça, mais j'aurais même fait mon affiche. Il m'a fait en Hitler. C'est magnifique. J'aurais dit, putain, on ne peut pas rire de tout, moi en Hitler. Alors tout le monde m'a dit, non, c'est trop risqué. J'ai dit, et Charlie Chaplin, le dictateur. Mais oui. J'ai dit, enfin, j'ai même rien inventé. C'est même vieillot, mon idée. Donc, j'y vais pas parce que là, il a été vraiment dans un... Il a débordé. Quand vous me dites, justement, vos limites, c'est quoi? Mes limites, c'est le spectacle. Moi, je dois faire un spectacle drôle, je dois faire un spectacle de divertissement. Si après, ça réfléchit, si après, effectivement, il y a même des engueulades, ou si même il y a des sujets de fond qui sont évoqués, super. Mais là, je ne transforme pas la scène en tribune. C'est le piège, c'est s'écouter parler, c'est tout d'un coup amener des gens... Ben oui, vous l'avez dit, inciter à la haine, amener les uns contre les autres. Moi, on parle de Charlie Hebdo ce soir, parce que sans vouloir revenir à ça, mais moi j'ai compris, moi c'est, si je me sens si proche, sans vouloir m'exprimer là-dessus, je ne suis pas légitime pour... C'est pour ça que je voulais bien qu'on sache que je suis venu, moi, je me posais la question, vraiment, et puis je me la pose plus, je suis là. Mais vraiment, c'est en lisant Réserve, moi, que j'ai voulu faire ce métier. Formidable, Réserve, formidable. Ben oui, c'est ni Coluche ni Desproges. J'adorais, mais c'est Réserve. Tout d'un coup, quand j'ai vu gros dégueulasse, un slip jaune devant, marron derrière, et que j'ai vu de la tendresse, je me suis dit, mais putain, s'il y a des gens qui voient de la tendresse, comme je vois de la tendresse chez Gros Dégueulasse, j'ai peut-être quelque chose à dire. C'est-à-dire qu'effectivement, j'aime interpréter le mauvais, j'aime interpréter le méchant pour faire réagir en se disant « Putain, mais c'est dégueulasse, c'est vrai qu'on ne peut pas dire ça. » Vous arrivez à vous moquer des fameux hommes fleurs que vous avez rencontrés dans Rendez-vous en Terre Inconnue? Je crois que quelqu'un me sauverait la vie, je le vannerais. Je ne sais pas dire merci. J'ai été bouleversé par eux, je les aime intensément. Ça m'a vraiment changé ma vie. D'avoir été chez les Mentawai, je me suis retrouvé comme ça. Moi, je ne pensais jamais, j'ai peur de tout. Donc vraiment, vous voyez, la notion de courage, je ne vais pas en faire... j'ai peur de tout. Tout, à la campagne, un escargot, un truc, je me balade avec un bâton, moi. Vous voyez, et encore, je sais pas si je taperais l'escargot, quoi. C'est s'il m'attaque. Vous voyez, je me défends, j'ai peur de tout. Donc, aller chez les Mentawai, c'est vrai que j'imaginais Frédéric Lopez et j'imaginais, effectivement, un gros con dans cette émission qui tout d'un coup leur amène toute notre civilisation. Et quand il part, c'est une catastrophe, quoi. C'est-à-dire qu'il leur a amené la Nespresso, il leur a amené... il dit, moi, je veux un petit café, vous emmerdez pas, on va prendre une Nespresso, je vous dirai les couleurs. Et puis après, il dit, vous avez pas de drogue ici, c'est du tabac. Attendez, il y en a là, venez voir, il y a de la drogue. Et le mec, il part, ça y est, 2 mois plus tard, ils vendent de la drogue de synthèse sur Internet. Vous voyez, je dis, bah voilà, ils ont fait un carton. Mais c'est ma façon de remercier. Émeric Caron. Ça m'a fait plaisir de vous entendre citer à l'instant Réserve, parce que moi j'avais 10 ans, 10, bah ouais, j'étais jeune et j'ai acheté tous ces albums. Ah mais moi j'ai tous ces albums. Quand j'ai vu ce dessin du sanglier qui est en train, il y a un chasseur à quatre pattes. Tu as tué ma femme, tu la remplaces. Allez, exactement. Extraordinaire. Il est en train de sodomiser le chasseur. Vous avez compris? Enculer le chasseur. Voilà, il est en train d'enculer le chasseur. À peu près. Ouais, vous voyez, à peu près. Bon, et voilà, sans vous heurter, hein. Sans vous heurter, je ne veux pas non plus. Et il dit, tu as tué ma femme, tu la remplaces. Quel enculé. Et il y a la femme au fond. Il y a la femelle sanglier qui saigne. Alors là, si je me... Hop, il y en a plein. On parlait de... Il y a une file comme ça d'hommes qui se sodomisent justement les uns les autres. Où ça? L'adresse, les noms, quoi. Dans un dessin... Vous avez les bonnes adresses et vous nous donnez pas les adresses. Si, Le dessin est dégueulasse. C'est dans un bouquin de Réserve. Que j'aime pas, moi. C'est une longue file comme ça d'hommes qui se sodomisent. Et le dernier, celui qui ferme la file, dit...
Je ne suis qu'un sympathisant. Hétéro-curieux. Ça, j'adore ces annonces-là. Hétéro-curieux, si tu es homosexuel ou hétéro-curieux. Bon, enfin, si tu es homosexuel, mais tu le dis pas, quoi. Parce que c'est ça l'axe où je vais vraiment chercher les homosexuels là, dans le prochain, là, qui arrive hein, dans pas longtemps, hein, le spectacle. Je vous fais confiance. Ce qui est très dur pour l'homosexualité, c'est pas d'être homosexuel, c'est de le dire à ses parents. Et de me dire, putain, mais sinon, on serait tous homosexuels. C'est l'écueil, quoi. Il y a un moment, on est là, la maman qui est triste, le père qui gueule. Ça doit pas être évident. Pardon. Non, mais je vous en prie, j'adore ces discussions. Mais, et donc, ça ne m'étonne pas, finalement, Rézère, Coluche, enfin, c'est ce que j'ai retrouvé, effectivement, en vous écoutant dans l'impertinence, dans la tendresse, dans la drôlerie, dans cette envie, surtout, de voir jusqu'où on peut aller. Ben, on revient au débat qu'on avait tout à l'heure, mais on sent que vous avez cette envie-là de casser les murs, de dire, je vais oser. Enfin, d'ailleurs, c'est la question de votre spectacle, elle est là. Donc, c'est extrêmement salutaire. Et c'est vrai qu'on peut se le raconter sur tous les tons, mais on peut moins dire de choses qu'il y a 20 ou 30 ans. Il suffit de réécouter Coluche. En tout cas, moi, en tant que spectateur, c'est le sentiment que j'ai. Je ne sais pas si vous, lorsque vous écrivez, vous le dites consciemment, mais quand on réécoute Coluche aujourd'hui, même, et ça me paraît hallucinant, quand on revoit certains des sketchs des Inconnus, et notamment ce qu'ils faisaient à leur fausse télé, aujourd'hui, il ferait la même chose, il serait accusé de racisme, il serait accusé Ou même, souvenez-vous des proches dans la minute de Monsieur Cyclopède sur FR3 le soir à 20h30. Aujourd'hui, on ne pourrait pas passer. On ne peut pas. Donc, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des gens comme vous qui continuent à se poser la question et dire, moi justement, je ne suis pas courageux, Si, il y a du courage chez vous parce qu'il y a au moins la volonté de poser la question et de dire, on ne peut pas abandonner ce terrain-là, on ne peut pas se contenter, comme le font les 3/4 des humoristes aujourd'hui, d'aller sur le terrain du quotidien, de je mange des chips, je rentre, ma femme n'est pas là, je m'ennuie. Enfin, j'essaye, hein. Non. Mais alors, est-ce qu'il y a ce sentiment chez vous? Est-ce que ce rire que vous suscitez ou que vous recherchez, c'est un rire de résistance ou c'est un rire, cette envie d'être utile, ou c'est une réponse face au désespoir? C'est un truc purement personnel face au désespoir? Parce qu'il y a chez vous, quelque part dans le regard, il y a la tendresse, mais il y a une forme de désespoir qu'on trouve chez beaucoup d'humoristes. Ah oui, le petit gros qui est chaud. J'ai pas dit chauve. Oui. Bon, je le dis moi. L'humour, c'est une bouée de sauvetage face au désespoir de la vie. Enfin, ça, c'est parce que la vie est, par définition, extrêmement désespérante. Alors, moi, je me pose pas, je sais pas si on peut rire moins qu'avant ou quoi que ce soit. Je me dis surtout que vraiment la seule. C'est mon mode d'expression. Vraiment, je suis sérieux, je suis sincère. Quand tout d'un coup, je dis, moi, je ne sais pas faire autre chose. Il me sort tout de suite, il faut toujours que j'ai un décalage. Moi, parce que ça m'amuse. Et c'est vrai, quand vous parliez d'enfants et quand vous disiez, il y a un côté, quand il disait, en tout cas, il y a un côté gamin, c'est vrai que tout d'un coup, je me dis, mais j'ai envie de leur dire, moi, ces gens qui agressent comme ça, qui partent à coups de kalachnikov, de dire, merde, c'est juste, ils sont pas d'accord, c'est pas très grave. On peut quand même vivre ensemble. J'arrive pas à imaginer que quelqu'un... Moi, vraiment, c'est pas pour choquer. Moi, même Quasimodo del Paris, c'est formidable parce que je regarde, c'est mon bébé. Hein. Elle faisait Esmeralda dans Quasimodo del Paris. Et je regarde, c'était quand même très décalé. Vous voyez, c'est pas méchant, Quasimodo del Paris, c'est juste décalé. Mais moi, je souffre quand quelqu'un s'ennuie. Je souffre quand quelqu'un est choqué. J'ai envie de lui dire, écoute, tu vas pas aimer le spectacle, vas-y, quoi. Fais autre chose, quoi. Franchement, je connais la fin du spectacle, je connais toute la suite, c'est pas pour toi. Ne reste pas. C'est pas grave, quoi. Et c'est pour ça qu'on reparle de Rézère en disant, Rézère, c'était pas tout public, mais il en vivait. Moi, ça m'a encouragé en me disant, si on arrive à trouver de la tendresse chez Rézère, finalement, il a une famille, il arrive à la nourrir, eh ben, on n'est pas tout public, on se démerde avec. Et donc, c'est pas une volonté. Un dernier mot? C'était une question beaucoup plus générale, si je peux me Allez-y. permettre. C'était sur vous et sur votre parcours. Je vous ai découvert, comme beaucoup de gens ont fait dans les années 90, à la télévision, dans les émissions souvent de Chavannes d'ailleurs. Et je ne savais même pas que vous étiez humoriste à l'époque. Je crois que plein de Français vous ont découvert comme invité, commentateur pour faire des vannes dans des émissions. Et je me disais, mais c'est qui? Et on était loin. C'est l'invité fétiche de Christophe de Chavannes, ouais. hein, ça c'est sûr. Et puis, Tu dois beaucoup, hein. et on était loin de soupçonner d'ailleurs ce que vous pourriez exprimer par la suite, parce que vous étiez sur de l'humour potage beaucoup plus bon enfant. Est-ce que vous n'avez pas, d'une certaine manière, contribué à inventer le concept de bon client à la télévision moderne et commerciale? Alors là, vous mettez... Là encore, moi, je m'appelais profession invitée. C'est-à-dire, je me marrais tellement
que j'oubliais de dire que je joue un spectacle. C'est-à-dire, comme c'était du direct, on me disait, ouais, super, je me suis éclaté. Ouais, t'as ni dit que tu jouais, ni à quelle heure, ni au théâtre. Mais non, Tu mais vois mais je je savais- dis, bon, on va la refaire. Ouais, ok, reviens la semaine prochaine. Et je revenais, badaboum, et un coup sur deux, j'oubliais. Je me marrais, quoi. Moi, vraiment, d'ailleurs, je veux dire, c'est ma petite recette, perso, c'est le plaisir. Si vraiment, tout d'un coup, j'avais pas non plus réussi à me démerder entre l'actualité, venir ici et me dire à un moment, ça me fait plaisir, bah, je peux pas, parce que là, vraiment, c'est la catastrophe. Le plaisir doit prendre le pas sur les difficultés, sur le spectacle et sur Quand le on a le choix, Mais vous n'avez- effectivement, c'est bien plus facile d'aller là où on a envie d'aller. Il partira évidemment en tournée à travers la France après le Théâtre du Rond-Point. Il y a même 2 dates. Avant le 20 janvier à Dunkerque et le 15 janvier à Saint-Dizier, le 17 janvier. Merci Patrick Timsit Merci beaucoup. d'avoir conservé ce rendez-vous avec nous ce soir. Le 20 janvier aussi, au théâtre de l'Atelier, démarreront Stanley, Weber et Mélanie Thierry dans Anna Christie aux côtés de Féodor Atkin, avec qui vous aviez joué dans un téléfilm, tiens, si ma mémoire est bonne, c'est bien ça? Oui, absolument, dans Louis XV, Le Soleil Noir, oui. Et vous aviez déjà pratiqué Weber, mais Weber père, Oui. comme metteur en scène dans Le Vieux Juif blond de la pièce d'Amanda Sters. Et alors, Weber fils, c'est bien aussi? C'est pas mal non plus. Ah ouais, ouais. Ah non, c'est comme ma fille, moi, je supporte pas, je le regarde comme ça, je suis comme un père qui pourrait... Ah oui? C'est bizarre, hein? Bon, enfin, quand même, elle va pas... Non, mais oui, mais bon, elle a eu une réaction trop enthousiaste. Ça n'est pas parce, Ah oui ça n'est pas parce qu'ils jouent ensemble que forcément il va se passer... Vous avez vu le ah oui? Ah oui. Non, mais enfin. Mais c'est toi! C'est vrai qu'il faut qu'elle se méfie. Tiens-toi! Eh oui, oui, parce que en plus lui il a dit j'aime les femmes enfants, les femmes. Il a dit ça? Ah oui, il a dit ça. Ah ouais. Oui, non, mais on dit C'est vrai qu'il m'aime beaucoup de bêtises dans les premières interviews, c'est pas... Ah oui, oui. Enfin, il vous plaît bien quoi, Mélanie Thierry. Hein, on joue bien ensemble. Là, On sur joue bien scène, ensemble, On est pas ouais. mal. On joue très bien ensemble. Là, on commence à être au point là. Au théâtre de l'Atelier à partir du 20 janvier prochain. Anna Christie avec Stanley Weber et Mélanie Thierry. Et c'est vous qui passez dans le fauteuil maintenant. Philippe Besson pour Vivre vite chez Julia. Alors c'est vrai que vous avez le talent, la plume idéale pour vous mettre aussi bien dans la peau de la maman de James Dean, le père de James Dean, et il y a 15 ans même, celui qui fait tourner pour la première fois, enfin pour la première fois, dans un rôle important Oui. en tout cas, James Dean, parce qu'il avait eu des petits rôles dans des téléfilms, au théâtre aussi Oui. évidemment, un peu au cinéma, mais des rôles secondaires. Le premier grand rôle, c'est avec Elia Kazan. C'est d'ailleurs assez incroyable, parce que ça c'est vrai, cette histoire, qu'au moment du casting, James Dean arrive devant Elia Kazan, et à la fin, il n'était pas si timide que ça, ce James Dean quand même. Il l'emmène... On va en moto, on part en moto. Il l'emmène faire un tour en moto. C'est Ouais. vrai cette histoire? Non, c'est vrai, oui, oui. C'est vous qui l'inventez? Non, c'est vrai, c'est Elia Kazan l'a raconté. C'est-à-dire qu'il a Oui. assez gonflé pour dire à son futur réalisateur, hein, bon, il comprend qu'il est engagé quand même, Oui. même si Elia Kazan ne voulait pas de lui au départ, Non. hein, ça, on le comprend bien, pour Alès Eden. Hein. Et là, il lui dit, ça vous dirait de venir faire un tour de moto avec moi? Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est qu'Elia Kazan accepte, Oui. alors qu'il est mort de peur et qu'il va s'accrocher au petit qui file, et ils vont frôler la mort dans cette course en moto. Mais oui, je crois qu'il avait cette capacité à être à la fois très timide, très introverti, et à ne pas vouloir faire d'efforts pour plaire, et puis à d'autres moments d'être comme ça, très provoquant, très désireux de l'autre, et de savoir faire ce qu'il fallait pour convaincre. Parce que je pense que quand il fait ça, il sait qu'il est en train de donner à Elia Kazan ce qu'il veut, c'est-à-dire l'incarnation d'un jeune homme rebelle, audacieux, insolent, qu'il devra être aussi dans le film qui s'apprête à tourner avec lui. À travers cette courte vie, il y a quand même quelque chose qui revient à chaque fois, je trouve. C'est lui qui choisit, c'est lui qui décide, c'est lui qui drague les femmes, les hommes, parce qu'on comprend bien qu'il a une véritable bisexualité. Oui. Et il y a des témoignages d'hommes, ça j'imagine, qui sont vrais, que vous êtes allés les chercher aussi. Que voilà, on apprend ça quand on l'ignorait, même si beaucoup de choses ont été écrites là-dessus. Mais c'est à chaque fois lui qui décide. Il va voir un acteur et il dit « Toi, tu me suis, je vais coucher avec toi. » Oui, c'est lui qui décide. C'est-à-dire qu'il est, d'abord, il est mu par l'impatience et par le désir. C'est-à-dire qu'il a envie d'essayer des choses neuves en permanence. D'ailleurs, son impatience se transforme assez vite après en lassitude. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il passe à autre chose. Et il est aussi mu par l'ambition. C'est-à-dire qu'il a envie de réussir, il a envie d'être dans la lumière. Et donc,
Par exemple, il couche utile. Voilà, il est un c'est- peu pute. Il est un peu pute, oui, Il y a on peut l'histoire dire. du parking. Ah, ça, c'est vrai. Alors, C'est il y a- une histoire vraie, il y a- ouais. il y a les deux versions. Là, on est à Los Angeles, à Hollywood, quoi. Hein. Ouais. Et sur ce parking où il travaille, Oui, c'est ça, il range les voitures. il oui. range les voitures. Il y a un publicitaire. Rogers Brackett. Voilà, et vous vous mettez dans sa peau, vous écrivez à sa place. Hein, alors, est-ce que c'est le publicitaire qui lui fait des propositions? Est-ce que c'est lui qui drague le publicitaire? Il y a les deux versions dans le livre. Vous savez comment ça se passe. C'est-à-dire qu'à un moment, je crois que l'un et l'autre comprennent. C'est-à-dire Roger Brackett, il est évidemment attiré par la jeunesse insolente de James Dean et il comprend que le petit est sans doute maniable. Et puis l'autre, il voit assez rapidement l'intérêt qu'il pourrait avoir à le fréquenter. Parce que l'autre est puissant, parce que l'autre peut lui ouvrir des portes à Hollywood. Et donc, le soir même, il se retrouve dans l'appartement de Sunset Boulevard et ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Et surtout, Brackett va l'accompagner après. Il va l'amener à Chicago, va l'amener à New York. Et il va lui faire tourner, d'ailleurs, ses premières pubs, par exemple. Vous mettez aussi dans la peau, et après je donne la parole à mes deux camarades, dans la peau de l'homme qui l'a tué, Donald Turnipseed, puisque à 24 ans, il faut le rappeler, James Dean meurt dans un accident de la route. Il est au volant de sa voiture. C'est d'ailleurs. Le tournage n'est pas terminé du troisième film. Si, le tournage vient de se terminer. Le tournage vient de Parce se que justement, terminer. il est autorisé à aller faire la course parce que le tournage est terminé. Je m'appelle Donald Turnipseed, je suis l'homme qui a tué James Dean. J'avais 23 ans en septembre 55. J'avais quitté la marine pour reprendre des études à l'Institut technique de San Luis Obispo. Je rentrais chez moi pour le week-end. Ma voiture était un coupé Ford Tudor de 1950, noir et blanc. Et au carrefour des routes 466 et 41, je devais prendre à gauche. J'ai bien vu la Spider arriver en face, celle de James Dean, hein, on comprend. Elle descendait des collines, elle avait l'air de rouler à vive allure, mais c'était comme une image imprécise à cause de la chaleur qui vibrait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un moment d'hésitation, juste une poignée de secondes. Je n'aurais sans doute pas dû. En fait, je me suis demandé si j'aurais le temps de tourner avant que la voiture parvienne à ma hauteur. J'ai accéléré pour prendre le virage. J'ai eu peur d'être trop court. Du coup, j'ai freiné. Peut-être trop brutalement. Ma Ford a dérapé. Et puis, je me suis dit, c'est trop bête. J'ai largement le temps. Alors, j'ai accéléré à nouveau. Je ne suis pas sûr d'avoir mis mon clignotant. Et je suppose que pour le conducteur d'en face, je devais sembler hésitant. Et le conducteur d'en face, c'était James Dean. Et c'est ce soir du 30 septembre 1955, il est 17h30, le soleil effectivement descend. Et en face arrive effectivement dans la Porsche Spider James Dean avec son copain mécanicien Rolf à côté. Et finalement, l'hésitation de Donald va être fatale et la collision va avoir lieu. Et des 3 personnes impliquées dans l'accident, seul James Dean mourra, la nuque brisée dans cet accident-là, oui.